France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum en ce lundi après-midi avec cette probable démission du président Bouteflika. On est en Algérie bien sûr. Il s'apprêterait à l'annoncer d'ici demain. C'est ce que rapportent en tout cas les médias algériens. Et la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, cela suffira-t-il à calmer la crise? Eh bien on en reparle dans un instant avec nos intervenants, à savoir Hossein Ras, Gamal Abina et également Nasser Lajili qui seront avec nous dans un instant. Nous parlerons bien entendu aussi du nouveau gouvernement annoncé hier soir. Invité, puisque nous sommes lundi, c'est l'entretien du LGF, c'est Sabrina Sebahi qui sera avec nous. Elle est vice-présidente du Forum français pour la sécurité urbaine. Elle sera avec nous tout à l'heure. Elle est d'Europe Écologie Les Verts, la patronne en quelque sorte du 94 à 17h. L'entretien donc de Sabrina Sebahi. Nouveau rendez-vous dans cette émission tous les jours, la Minute de Marseille, parce que Marseille est une ville rebelle, parce qu'il y a beaucoup de personnalités à découvrir. Et la première d'entre elles tout à l'heure pour nous parler de Marseille, c'est Dina Gad qui sera avec nous à 17h30. La Minute de Marseille, c'est tous les jours dans le LGF. Et puisque nous sommes aussi lundi, le grand forum du sport à partir de 18h, on va parler de MMA avec Hicham Terak et avec Razik Metich, puisque notre invité est un champion. Il est justement un combat du million. Ça se passera le 18 mai prochain en Corée. C'est Mansour Barnaoui qui sera avec nous à partir de 18h. Le grand forum donc, c'est parti jusqu'à 19h sur France Maghreb 2. Je vous en souhaite la bienvenue. Le grand forum, merci d'être avec nous en ce lundi après-midi, c'est la première de la semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on vous salue, vous, où que vous soyez d'ailleurs, et je salue les auditeurs de Radio Constantine qui reprennent notre émission aujourd'hui en Algérie. Donc amis auditeurs de Radio Constantine, salam alaikum, marhaba bikoum, voilà, comme quoi la radio, c'est aussi ça la magie de la radio. Aujourd'hui, pour nous accompagner, bien entendu, trois monsieur de chroniqueurs de la radio. Monsieur Hossein Ras qui est arrivé super en avance aujourd'hui. On commence par les meilleurs, oui, évidemment. Hossein Ras est toujours présent. Monsieur Gamal Abina, comment ça va? Ça va, impeccable, deuxième position. Voilà. Et le dernier, et on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Monsieur Nasser Lajili, ça faisait un petit moment. Je valide. C'est vrai, bonjour c'est le à meilleur. toi, Et pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est vrai que ça m'avait manqué, mais qu'est-ce qu'il a ramené avec lui, Nasser? Voilà. Des croissants et Des des petits pains au gâteaux. chocolat. Exactement. On est bien. Comment ça va, Nasser? Ça va très très bien, Christophe. Ravi de te retrouver, ça fait un petit moment. Ah, c'est réciproque, hein. Bon. C'est réciproque. Alors, jusque 18h avec notre invité tout à l'heure, on va parler un peu d'écolo parce qu'elle s'appelle Sabrina Sebahi et je peux vous dire qu'elle a un sacré parcours. C'est la patronne en fait de Europe Écologie Les Verts du 94. Elle est aussi vice-présidente du Forum français pour la sécurité urbaine. FFSU. Mais avant toute chose, donc je rappelle que nous allons partir aussi tout à l'heure du côté de Marseille. Nouveau rendez-vous dans le grand forum tous les jours. La Minute de Marseille, parce que Marseille c'est un peu une ville rebelle, les gars. Il se passe des choses, il y a des personnalités absolument à découvrir et c'est une femme que l'on va découvrir tout à l'heure, Dina Gad, qui sera avec nous à 17h30 pour nous parler de Marseille, de ce qui s'y passe, bien sûr. Et elle va revenir justement sur les manifestations importantes qui se sont produites à Marseille ce week-end. On va aller essayer de faire connaître avec les différentes personnalités de Marseille tous les jours à 17h30 dans la Minute de Marseille. Pour l'heure, partons messieurs en Algérie parce qu'il se passe des choses absolument incroyables de jour en jour. Hier, et après 3 semaines d'attente, c'est donc hier soir que l'on a appris la composition du nouveau gouvernement. Ce remaniement avait été annoncé au moment où le président Bouteflika renonçait à briguer un 5e mandat. Cependant, malgré les changements et les promesses des autorités algériennes, pour les manifestants mobilisés depuis plus d'un mois, le compte n'y est pas. Les autorités avaient promis un gouvernement avec des femmes, elles sont 6 sur 28 membres. Les autorités avaient aussi promis des jeunes et des compétences nationales. Il y a bien 2 figures qui se détachent. Meriem Merdassi, 36 ans, éditrice de la ville de Constantine, justement, qui devient ministre de la Culture. Et Raouf Bernaoui, 43 ans, président de la Fédération d'escrime, qui prend la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des hauts fonctionnaires ou des responsables d'entreprises publiques. Le gouverneur de la Banque d'Algérie prend ainsi la tête du ministère des Finances. 6 ministres gardent leur portefeuille. Nourdine Bedoui reste Premier ministre et Ahmed Gaïd-Salah est maintenu au poste de vice-premier ministre de la Défense et chef de l'état-major. Ramtan Lamamra, qui avait été nommé vice-premier ministre il y a 3 semaines, quitte son poste de ministre des Affaires étrangères. Il est remplacé par Sabri Boukadoum, qui était le représentant de l'Algérie aux Nations Unies. Pas sûr que ce nouveau gouvernement soit synonyme de changement. En tout cas, en croire les manifestants qui sont sortis hier, Gamal, dans les rues d'Alger, ça n'a pas l'air de satisfaire. Bah bien évidemment que ça les satisfait pas.
C'est encore une fois un jeu de chaise musicale. Ils ont juste mis des gens qui ont l'air un peu moins vieux, on dira, un peu moins en vue, mais ça change absolument rien au fait que c'est une passation de pouvoir en bon ordre dirigée par la même équipe. Hein. Ouais. Ossine, le nouveau gouvernement, il te donne envie là, comme ça. Moi, je viens de l'apprendre, parce que j'ai pas trop suivi ces derniers jours, mais non, il donne pas envie, je pense pas à la jeunesse non plus. C'est pour momentané, c'est pour la transition, je pense, c'est ça. Si on en comprend c'est bien, ça, oui, c'est pour la transition, absolument. Mettre un peu d'eau dans le vin et puis laisser passer la transition tranquillement. Le peuple ne faiblit pas, ça continue jusqu'à des annonces plus Prends le beau micro, s'il te plaît. Ah, oui, parce que voilà. Et là, celui-là, c'est bon. Voilà, bah oui. Ah, ok, d'accord, parce que comme il est allumé en rouge. Oui. Vous voyez. Ouais. Alors donc, oui, tu disais, tu l'as découvert maintenant, ce nouveau gouvernement. Exact, toi, je viens de le découvrir en même temps que tu viens de l'annoncer. Ouais. D'accord. Mais voilà, on va voir. En tout cas, c'est pas ce qui va faire faiblir le peuple. La mobilisation populaire en Algérie, elle est phénoménale, elle continue à l'être, et jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur fin. Et ça, c'est top. Nasser, tu suis un peu ce qui se passe en Algérie là? Ouais, je suis de loin. Nasser qui n'est pas algérien, bien sûr. Oui, effectivement. Donc tu vas te taire tout de suite. D'accord. Mais j'ai une légitimité parce que mon épouse est quand même algérienne. T'as un bon côté quand même. Pas un côté positif, c'est bien. Il est éternellement lié à l'Algérie lui aussi. Absolument. Voilà. Non, mais oui, effectivement, je pense que le peuple algérien, j'ai jamais vu un peuple aussi digne et aussi classe ces dernières semaines, en voyant toutes les manifestations qui sont organisées en Algérie. Et je pense que le gouvernement français devrait prendre l'exemple de ce peuple qui a été à la hauteur. Ouais. Et les gilets jaunes sont dans la même logique et malheureusement on n'est pas traités de la même manière. Donc voilà. Absolument. Et on a vu qu'aussi aujourd'hui l'armée a commencé à bouger, la police aussi, qui évite de faire des bavures. Ce qu'on peut voir nous au quotidien en France, on le voit moins en Algérie. Et je pense que si Bouteflika avait maintenu les élections présidentielles qui étaient prévues en avril, le 18. voilà, je pense qu'on aurait eu un gouvernement qui serait à la hauteur de ce que les Algériens attendent. En tous les cas, la question que l'on pose, je vais vous la poser et vous la rappeler dans un instant. Cela dit, donc, ce nouveau gouvernement, pas forcément d'apaisement en vue. Hein. La meilleure solution, c'est que le président Bouteflika présente sa démission. Ce sont les propos d'un cadre du Front de Libération Nationale, le parti du président algérien sortant. Ce type de déclaration se multiplie au sein de la majorité, à l'image de Saïd Lakhdari, qui est membre de l'instance dirigeante du FLN. Je propose de l'écouter. Dans l'état actuel des choses, nous considérons que cette proposition de M. Gaïd Salah, c'est une solution qui peut régler ce problème pacifiquement. Parce qu'on reste dans le cadre de la Constitution. Je pense que la meilleure solution, c'est que le président présente sa démission. C'est une sortie honorable pour le président, parce qu'avant tout, et après tout, il ne faut pas nier, il ne faut pas oublier toutes ces belles choses que ce président a fait pour l'Algérie, a réalisé dans notre pays. Ce président a fait beaucoup de choses, mais sur entre-temps, il y a des lacunes, il y a beaucoup de lacunes, mais je pense que ce monsieur mérite bien une sortie honorable. La balle est dans le camp du président. Mais moi, je suis convaincu que ce monsieur qui a sacrifié toute sa vie pour l'Algérie, il ne va pas être la cause de sa destruction. Donc, je pense que d'ici là, moi, j'en suis convaincu que le président de la République prendra une décision qui sera dans l'intérêt général de l'Algérie. Voilà, ça, ce sont les propos de Saïd Lakhdari, donc qui s'exprimait pour le FLN. On partage l'avis, Gamal, de Saïd Lakhdari? La seule chose pour laquelle je serais d'accord avec lui, c'est le fait qu'il dise qu'effectivement, il vaut mieux qu'il quitte maintenant parce qu'il a fait son travail. En revanche, ça serait une sortie honorable, franchement? Oui, largement, oui, parce qu'il sort pas par la force. Il sort pas. Bon, il était un peu contraint, mais c'est une demande du peuple. Ça n'a pas été non plus insultant, ni de dire on en a marre de lui. C'est pas le sujet. C'était l'indignité qui était en place, à savoir qu'il était plus en mesure d'exercer le pouvoir. Mais l'autre côté, moi, ça me fait rigoler quand je vois un dirigeant du FLN dire ça. Ils sont quand même culottés. C'est quand même eux qui ont voté à l'unanimité le 5e mandat. C'est quand même eux qui ont dit c'est notre président. C'est quand même eux qui ont maintenu bec et ongle jusqu'à ce que la foule prenne le pas ces décisions. Donc ça va, la blague, un petit peu de rigolade, on arrête là. Alors, la question que l'on pose aux auditrices et aux auditeurs aujourd'hui, justement, il y a ces informations qui ont été divulguées par El Nahar et repris d'ailleurs par beaucoup de la presse algérienne et internationale. Le président Bouteflika s'apprêterait à annoncer sa démission. C'est a priori pour demain. D'après donc les informations. Est-ce que cela dit, cette démission suffirait à sortir de la crise aussi? En tout cas, s'il l'annonce, ce serait une bonne nouvelle parce que voilà, ça motiverait encore plus le peuple et ça le conforterait dans sa lutte. Mais je pense pas que ça faiblirait pour autant.
il y a toute une volonté de changer tout un système. Ça va calmer, bien sûr, ça va apaiser, mais ça va aussi les renforcer dans leurs idées qui peuvent aller plus loin, parce que c'est l'idée aussi, c'est pas seulement de renverser le président, que le président change de décision, mais c'est renverser tout un système aussi par la population, pas par un coup d'État ou par un nouveau parti qui arrive et qui manipule les citoyens algériens. C'est ça qui est exceptionnel. C'est un mouvement populaire national qui a envie de tout changer dans son pays. Et qu'est-ce qu'on peut dire contre ça? C'est prendre en main les clés de son pays. Aujourd'hui, le président de l'Algérie, c'est le peuple qui est dans la rue. C'est la vérité, hein. Je pense que tout le monde peut dire, personne peut dire le contraire. Nasser, est-ce que vous qui avez en Tunisie en tout cas connu la révolution en 2011, même s'il n'y a pas grand-chose, je veux dire, à comparer, la situation tunisienne et la situation algérienne ne sont pas vraiment c'est pas vraiment la même chose. Mais est-ce que le fait que Bouteflika démissionne, ça suffira à sortir de la crise? C'est la question en tout cas qu'on pose aux auditrices et aux auditeurs, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2 et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. Je donne le résultat. Vous êtes 22% à penser que oui. Donc sur Facebook et 20% sur Twitter. Donc une large majorité de personnes pensent que non, ça ne suffira pas à régler, à sortir de la crise. Vous continuez de voter, à nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Nasser. Oui, moi je suis d'accord effectivement que même si Bouteflika partait quitter son poste, je ne pense pas que ça va régler le problème. Je pense que c'est tout un système qu'il faut virer. Et c'est ce que le peuple algérien demande. Hein. Après, effectivement, tout à l'heure, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par un des représentants du FLN, c'est ça, ouais, le représentant du FLN qui disait que ça serait digne. Et il faut pas oublier ce que Bouteflika a fait. Effectivement, il a fait beaucoup de choses pour ce pays, il a fait beaucoup de choses pour l'Algérie, mais je pense que son image s'est salie ces derniers temps. Il a surtout joué avec la Constitution quand ça l'arrangeait. Hein. Oui, c'est ça. Et je pense que son image a complètement été salie ces derniers jours. Et il est temps qu'il quitte son poste de président, parce que là, il est en train de s'enfoncer bêtement, et il aurait pu partir dignement et proprement. Voilà. Mais Gamal, oui. On rappelle quand même que on va juste à faire recontextualiser un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'effectivement le 22 février les gens demandaient le retrait du 5e mandat, qui a été obtenu, et au fur et à mesure les slogans ont quelque peu évolué, changé, dans le sens où maintenant c'est le départ du système. Donc est-ce que Bouteflika part, mais c'est pas le système qui part, qui on va mettre à la place? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on applique l'article 102 effectivement, comme le réclame l'état-major, Ahmed Ghedsalah? On voit qu'il y a une guerre ouverte entre le clan Ghedsalah et le clan Bouteflika aujourd'hui. Et pourtant, il a été maintenu, j'allais dire, à son poste dans ce nouveau gouvernement. Ghedsalah, c'est la transition qu'il veut assurer. La chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, l'évolution des slogans était claire. Au départ, c'était non au 5e mandat, donc non à la Hogra, l'humiliation. Après, ils se sont rendus compte que ça avait fonctionné. Il a fallu une bataille. Puis par la suite, ils ont commencé à dire non, Bouteflika ne restera pas en tant que président de façon éternelle comme ce qu'il avait espéré. À savoir 1 an de plus. Donc 1 an de plus chez Bouteflika, c'était 10 ans. Et finalement, à l'arrivée, oui, c'est un peu ça. Ils nous endorment toujours avec des belles promesses, puis à l'arrivée, ils tiennent pas leurs promesses. Mais surtout, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme le gouvernement a reculé, qui sont dans l'impasse, il y a effectivement une guerre de clans et de règlement de compte qui est en train de s'opérer, à l'image de Ali Haddad qui a fui vers la Tunisie, qui a été interpellé semble-t-il, et qui, je l'espère, sera sans doute jugé pour avoir détourné beaucoup d'argent et surtout saboté l'économie. Le problème des Algériens, c'est pas de savoir que le système est mauvais, c'est que le système est mauvais parce qu'il n'est pas capable de gérer le pays. C'est ça la question qui se pose. Ils ne sont pas capables de créer de la richesse à l'intérieur du pays. On a beaucoup dépensé et tout le monde se vante des réussites de Bouteflika, 1000 milliards de dollars. Si on n'était pas capable de construire 3 ponts et 2 autoroutes, c'était compliqué avec 1000 milliards. En revanche, ils n'ont pas été capables de créer de la richesse avec la force vive algérienne qui ne réclame que ça depuis le début. Oui. Alors il y a eu il s'est passé quand même quelque chose ce week-end, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'arrestations et notamment parmi les arrestations, Ali Haddad, qui apparemment était sur le point de quitter l'Algérie pour aller vers la Tunisie. Alors, en tout cas, c'est vers le poste frontalier tunisien qu'il a été arrêté à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche au Sine. Ça commence, enfin, certaines personnes souhaitent quand même quitter le navire là parce qu'ils ont peut-être des choses à se reprocher. C'est clair. Ben c'est clair, hein, la fuite, elle annonce la définition de sa fuite, on la voit, il est critiqué depuis un moment. Moi j'ai vu dans la rue ici, tu sais, dans le 19e, il y a une grosse communauté berbère. Kabyle en tout cas, et surtout dans les bars, les serveurs, etc., avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et donc on discute souvent de tout ça. Et eux, franchement, je te dis, hein, c'est pire que la télévision et les journaux. Avant qu'ils prennent la fuite, ce serveur-là qui vient du bled, en plus, hein, qui est là depuis quelques années, il m'expliquait, il me dit ouais, tu vas voir, Haddad c'est le pire, et tu vas voir, il va bientôt prendre la fuite, et tu vas voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe samedi? Il se passe ça. Il a vraiment pris la fuite. Il s'est fait arrêter à la frontière tunisienne, frontière routière, terrestre,
Donc voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il y a une assignation en résidence? Est-ce qu'il est en garde à vue? Est-ce que quoi? A priori, il sera interpellé, mais on n'est pas sûr. Mais la suite, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est que d'un côté, ils ont interpellé ce type-là, qui est quand même pas un type recommandable, puisqu'il a quand même, c'est monsieur un rapport, hein, le patron des patrons. C'est ça, exactement. Et de l'autre côté, ils auraient interpellé pour un laps de temps d'1 heure, apparemment, Izzat Rebrab, qui lui, par contre, est monsieur fabrication de richesse. Celui qui veut apporter les usines, celui qui veut créer de la richesse. Donc, il y a deux systèmes qui s'opposent. Il y a d'un côté l'import-import contre celui qui veut créer de la richesse, qui serait donc, c'est vital avec Rebrab. Alors, il y a une auditrice qui me fait une petite remarque intéressante. Elle m'a dit, ça serait bien qu'on explore quelque peu le volet juridique un petit peu de cette affaire, la différence entre une destitution et une démission. Une destitution, c'est effectivement l'armée qui pourrait éventuellement destituer Bouteflika, ou une démission, c'est lui-même qui choisit de s'en aller par rapport à son calendrier. Et si tel est le cas, donc dans les deux cas, c'est l'application de l'article 102 que les Algériens semblent un petit peu rejeter et semblent revenir à l'article 7 de la Constitution, qui est l'article 7, Gamal, c'est le pouvoir au peuple. Hein. Oui, c'est ça, absolument. Mais par contre, je suis pas sûr que ça les intéresse vraiment, ceux qui sont au pouvoir, l'article 7. Hein. Ah non, mais ça intéresse le peuple. En tout cas, le peuple insiste sur l'article 7 et pas franchement emballé par l'article 102. Ouais, parce que l'article 102, c'est la vacance du pouvoir au profit du pouvoir. Donc le problème, c'est que si lui il part, c'est le chef du Conseil constitutionnel qui est le pouvoir aussi. Il a quand même, c'est un petit jeune de 70 ans, faut le rappeler. Wow. Ça ne peut pas changer en Algérie. Ouais, faut pas changer. Alors, on va accueillir vos appels en direct dans un instant. On parlera aussi un petit peu des gilets jaunes parce que notre ami Nasser est sur le terrain tous les week-ends. Depuis le début d'ailleurs, Nasser. Oui, c'est vrai, effectivement. Voilà. On va en parler parce que est-ce que finalement c'est en train de s'atténuer? Est-ce que c'est en train de pourrir? Est-ce que on se pose pas mal de questions par rapport à ce mouvement, mon cher Nasser. Tu vas essayer de nous aider à y comprendre. Méziane, salut. Oui, salut, salam alaikum à tous. Salut à toi, Méziane. Bon, je viens de prendre des missions en cours, donc je peux peut-être dire des bêtises par rapport à ce que vous avez déjà dit, mais peu importe. Il y a quelques jours, là, je vous ai entendu par rapport à votre débat avec Sofiane, qui est quelqu'un d'assez érudit, qui nous laissait entendre que l'article 102, c'était la meilleure solution pour éviter le chaos. D'une certaine manière, c'est un petit peu en disant que le peuple algérien n'est pas suffisamment mature et civilisé pour pouvoir organiser des élections et faire un mouvement de, comment on appelle ça, une transition, d'une manière paisible et correcte. Je crois que ça, c'est le plus grand piège, parce que depuis 1962 à aujourd'hui, le peuple est considéré comme quantité négligeable. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas civilisés, ils ne sont pas civiques, ils ne sont pas politiques, donc nous, on va décider pour vous. Eh bien, écoute, moi, je suis tout à fait en opposition par rapport à ça. Le peuple a fait preuve de sa maturité, de son civisme, et que l'article 102, il aurait dû avoir lieu il y a très longtemps, en 2013, puisqu'il n'a pas eu lieu à ce moment-là. C'est pas avec les gens qui ont marché sur la Constitution qu'aujourd'hui ils vont nous donner toutes les vertus. Donc le peuple est suffisamment grand, non pas comme il le pense, comme immature, il est mature. Ouais. Et l'article 102, il aurait été le bienvenu en 2013. Maintenant, il n'y a aucune solution qui peut venir de Gaïd Salah ou de ses acolytes, quels qu'ils soient. Bon. C'est le peuple qui va décider comment s'organiser. Il y aura certainement quelques difficultés, des balbutiements, mais en tout cas, ça sera toujours mieux que les complotistes et les arnaqueurs de cette mafia depuis 1962. Donc, l'article 102 n'est plus d'actualité, c'est l'article 7. Merci Méziane, on a bien compris. Alors tout à l'heure, Gamal, on se posait la question par rapport à Haddad. A priori, c'est une demande du parquet d'Alger pour l'arrestation de Haddad dans une affaire de corruption. Et il y a cette interdiction de quitter le territoire pour lui, mais aussi pour quelques autres. Donc il semble y avoir comme une reprise en main, j'ai envie de dire, de tous ces hommes d'affaires et tous ces hommes qui ont fait de l'argent avec et grâce à l'Algérie et qui semblent vouloir s'enfuir et quitter le navire, j'allais dire, avant que les ennuis commencent pour eux. Et il semble quand même qu'il y ait une certaine volonté de, peut-être d'ailleurs à titre d'exemple, pour quelques-uns d'entre eux, de faire payer en fait et de les juger en fait, tout simplement. De toute façon, Haddad et toute cette équipe d'arnaqueurs ont toujours été arrogants.
Je me rappelle toujours des propos qu'il tenait. Il dit on n'a pas besoin d'un Berlusconi en Algérie, on n'a pas besoin d'avoir un Bill Gates en Algérie. Bilan des courses, l'incapable qu'il était a été incapable de produire de la richesse et aujourd'hui il paye son arrogance et effectivement il y aura des têtes qui vont tomber et il fait partie de cette symbolique du système corrompu qui a toujours profité de l'import et qui n'a jamais créé de richesse dans le pays. Je suis catégorique avec lui, j'ai jamais aimé le personnage. Son arrogance était vraiment trop évidente pour qu'il ne le paye pas aujourd'hui. Qui était le patron des grands patrons algériens. Oui, aussi. On parle du jour d'Haddad. Oui. Mais il y a une histoire aussi par rapport au club de foot aussi. Il y a une dette, je crois qu'il a envers la JSK de plusieurs milliards de dinars algériens. Donc voilà, il y a plein d'affaires comme ça là. Ça c'est que la partie immergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas découvert. Et quand on écoute bien Gamal qui explique bien la situation et qui nous en dit plus, en fait on comprend que c'est ce personnage là. C'est en plus de tous les détournements et des combines qu'il a montés, c'est un réel frein au développement de l'Algérie et des Algériens. Parce que quand on parle de système import-import, etc., c'est des blocages de l'économie qui empêchent le développement derrière. Karim est avec nous. Bonsoir Karim. Oui, bonjour. Bonsoir, il nous appelle d'où Karim? De Marseille. De Marseille, très bien, on vous écoute Karim. Oui, je veux juste donner mon opinion sur Gaïd Salah en particulier, le général Gaïd Salah. Oui. Il me semble qu'il est en train de ce qu'il est en train de faire ces derniers temps là. Moi, il veut en quelque sorte devenir l'homme fort de l'Algérie, si j'ai bien compris. C'est lui qui dit destituer. Il propose au Conseil constitutionnel de dire que Bouteflika n'est plus en mesure, tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Faut qu'il sache une chose, lui en particulier. Il est le premier sur la liste. Sur la liste noire, il est le premier. Enfin, le premier. Façon de parler, ils sont tous, mais il est le premier. Qui ne croit pas qu'en éliminant le reste de l'équipe, il va gagner la faveur du peuple. Parce qu'il écrit. Et voilà, c'est simple. Alors, Karim, lui bouge pas. Il doit partir en premier. Oui, Karim, bouge pas parce que on va peut-être poser la question à Gamal. Est-ce que par rapport à ce que dit Karim, en disant Gaïd Salah qui essaye de devenir l'homme fort de l'Algérie, Karim te dit c'est le premier sur la liste en l'occurrence des personnes que le peuple veut chasser. Donc il est très critiqué effectivement parce qu'il représente l'institution militaire, mais moi je pense que c'est une erreur. Il faut passer par une transition et a priori qu'est-ce qui est une erreur? De vouloir le dégager maintenant. On peut pas faire table rase du passé. Il faut passer par une période transitoire. Il faut trouver des personnes qui émergent de cette société civile. Et lui, à 79 ans, je crois pas qu'il ait vraiment une ambition de durer non plus. Je pense qu'il est vraiment dans une démarche de dire, je vais laisser la marque d'une sorte de nouveau Zeroual, laisser une marque pour l'Algérie d'un homme qui a laissé le départ. Zeroual, il a été a priori dans une réunion et il aurait lâché l'affaire. Bien sûr, parce qu'il veut il a compris le bordel, donc il est parti. Bien sûr. Moi aussi, je pense comme Gamal. Je pense pas qu'il veut devenir l'homme fort du pays, si je peux donner mon avis. Ouais, mais en tout cas, il veut que il sait que l'Algérie va changer, qu'il y aura beaucoup de départs et beaucoup de personnes qui vont être vivement critiquées. Lui, il veut juste pas en faire partie, j'ai l'impression. C'est juste surtout ça, il veut surtout sauver sa peau, pas devenir forcément l'homme fort du pays, mais en tout cas qu'une fois que l'ouragan soit passé, que lui il puisse rester et continuer ce qui comme il est quoi. Karim, t'as pas l'air d'accord? Voilà. T'as pas l'air d'accord, Karim? Allez, ça va, merci. Bon, d'accord, ok, merci. T'en penses quoi, Karim? T'en penses quoi? Allô? Il en pense plus, apparemment il nous entend plus. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole et répondre à cette question par rapport à cette information qui a été rapportée hier par les médias algériens, Nahar et compagnie, qui annonce que le président Bouteflika s'apprêterait à annoncer sa démission. Ce serait a priori pour demain. Est-ce que cela suffira à sortir de la crise? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Donc n'hésitez pas et vous nous appelez bien sûr avec Nasser Lajili ici présent, qui s'est spécialisé maintenant dans la question algérienne depuis quelques temps, obligé. C'est devenu obligatoire, mon Nasser. Et Osinras et Gamal Abina avec vos appels donc bien entendu. Qui est avec nous? Bonsoir. Bonsoir, c'est Monji de Marseille. Bonsoir Monji de Marseille, comment ça va Monji? Très bien, sur le soleil évidemment. Ah bah évidemment. C'est beaucoup mieux. En fait, moi je suis désolé là, j'ai entendu tout à l'heure Gamal, mais ça va, je veux dire, on a donné, chaque fois on n'a pas besoin de militaires en fait. Le problème de l'Algérie, depuis 62, c'est le militaire qui a pris le pas sur le politique. Nous avons besoin d'un état civil. Les militaires, ils restent dans les casernes, ils ont d'autres prérogatives institutionnelles, c'est de protéger le pays, ils n'ont pas assez, mais chaque fois qu'on parle des pays tiers-monde, on est obligé de passer par les militaires. On n'en veut pas des militaires.
c'est bon, on attend les Arwal, et déjà que commence à expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé à Talha Ben Talha, à Rayas, il était président, comment il a fui ses responsabilités. Chaque fois, il nous sort un militaire comme c'était la solution à le problème. Et excuse-moi, tout à l'heure, la dernière fois, tu as dit, Christophe, t'as dit que De Gaulle, il était militaire. La France, oui, bon, oui. il veut d'être une démocratie parfaite, et on sait bien que la constitution de la 5e République, c'est le coup d'État permanent. Bon, voilà, et je veux dire, on en a marre des gens qui bouge pas. le pouvoir. Oui, Monji, bouge pas, Kamal. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Monji, qui te dit, on n'a pas besoin de militaires et que les militaires restent dans la caserne? Moi, je pense que l'Algérie s'est fondée sur l'armée. Malheureusement, le système est un système militarisé. Il suffit de voir que le territoire est toujours découpé en régions militaires. Ensuite, je pense qu'effectivement, il a raison, il faut qu'il y ait un pouvoir civil et que l'armée se distingue de ce pouvoir civil. Mais en période de crise, à chaque fois, et où que ce soit, dans quelques pays que ce soit, on a eu De Gaulle en France, mais pas seulement, on a eu Churchill qui était militaire, on a eu aux États-Unis Eisenhower, on a eu beaucoup de dirigeants militaires qui ont redressé ces situations en période de crise. Oui. Donc malheureusement, on faut pas se raconter des histoires, c'est pas le principe des pays du Sud, les militaires, c'est pas l'apanage du Sud. Les pays du Nord, lorsqu'ils sont en crise, aussi ont des militaires. Il n'a pas tripoté la constitution américaine. Il est arrivé dans une situation après la deuxième guerre mondiale, c'est complètement différent. On a vu un militaire arriver en Brésil, qu'est-ce qu'il fait? Il va comment on dirait, un coup d'État. Un militaire, ça reste un militaire. Ça comme dans le Nord. je veux dire, c'est la mentalité. Moi, je suis antimentaliste déjà d'entrée, et c'est bon, et c'est vraiment un truc de tiers-monde. Et on ne veut pas qu'on joue à la Sicile encore une fois. Et chaque fois, excusez-moi, je finis là-dessus, chaque fois que les militaires ils arrivent au pouvoir, ils créent les conditions de leur pérennité en fait. Chaque fois en 92, ils ont créé un vide constitutionnel pour justifier un coup d'État, et là ils sont en train de créer le vide constitutionnel qui justifierait un autre coup d'État. On n'en veut plus. Voilà. Bon, merci Monji. Et le week-end dernier, il a dit la solution de l'article 102 ne s'applique pas, et en plus, il dit, la veille, il dit que l'article 102 s'applique, et maintenant, il est nommé par le mec, il dit qu'il était incapable de gérer les pays. Il faut arrêter que je prends les gens un petit peu pour des abrutis. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a un peu de bazar quand même. Merci beaucoup en tout cas, Monji. De Marseille, avec vos avis, vos appels dans un instant, 01 40 33 9000. Et notre invitée, elle est arrivée. Alors c'est Sabrina Sebahi, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien, Sabrina Sebahi, qui est avec vous. Faites gaffe les gars, parce qu'elle a un sacré parcours, hein. C'est pas n'importe qui qu'on vous a ramené aujourd'hui. Faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dans un instant, elle passera son entretien avec nous, et je rappelle aussi qu'on inaugure un nouveau rendez-vous, c'est la Minute de Marseille, parce que à Marseille, on peut le dire clairement et tranquillement, c'est une ville rebelle, et il y a des personnes absolument incroyables qu'on va vous faire découvrir au quotidien. Aujourd'hui, c'est une femme, Dina Gad, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de Marseille, pour savoir ce qui s'y passe, ce qui s'est en l'occurrence passé ce week-end. Il y a eu beaucoup de manifestations, que ce soit pour les Gilets jaunes, que ce soit pour l'Algérie, et également les Comoriens sont sortis dans les rues de Marseille. On y reviendra tout à l'heure avec elle. Restez bien avec nous, c'est le Grand Forum. Et le Grand Forum du sport également tout à l'heure. On va recevoir un champion de MMA. Il est pratiquement à un combat du $1 million. Ça s'appelle Mansour Barnaoui. Il est tunisien, tiens. Et je peux te dire que voilà, il envoie. Tout à l'heure à 18h avec Hicham Terak et Razik Metiche. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Gamal Abina, avec Osinras et notre ami Nasser Lajili qui nous fait le plaisir d'être revenu depuis après un petit moment. Et justement, on va profiter de sa présence et je salue de nouveau les auditeurs de Radio Constantine qui reprennent notre émission, écoutent donc notre émission aujourd'hui en Algérie. Donc salut aux auditeurs de Radio Constantine. On en profite, toute la région, Annaba, Galma, on enchaîne tout le monde. Voilà. Exactement. On parle rarement à la radio de ces villes-là. Exactement. On en profite donc Nasser Lajili de t'avoir, parce que toi depuis le 17 novembre, tu es quasiment de toutes les manifestations, en tout cas pour celle du samedi. Ouais, une bonne partie. Donc tu as connu effectivement les dates fortes, le 1er décembre, le 8 décembre, pas plus tard qu'il y a 15 jours, avec ces journées qui se sont fait remarquer, notamment au niveau de la casse, beaucoup de casse, notamment sur les Champs-Élysées il y a 2 semaines. On a l'impression qu'aujourd'hui le mouvement est en train de pourrir, Nasser. Ce qui est complètement faux. Oui. Faut aller voir sur le terrain, je pense que... Samedi, on dit qu'il y avait à peu près 1800 personnes dans Paris.
Un mytho, ça. Non. Combien? 1800. Non, c'est franchement c'est insultant pour les gilets jaunes. Et même, je trouve que là, il faut vraiment aller voir sur le terrain. J'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à venir. D'ailleurs, j'ai été surpris parce que j'ai croisé 2 jeunes Villois qui participaient pour la première fois à une manifestation des Gilets jaunes. Ouais. Donc voilà, pendant les 20 samedis qui se sont précédés, ils ont jamais participé. Et là, dernièrement, ils ont décidé de franchir le pas. Et ils ont été très surpris d'ailleurs de l'ambiance et du monde qu'il y avait pendant la manifestation. Ce qu'il faut retenir dans ces manifestations, moi je suis assez content de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu sais, à force de venir tous les samedis, Christophe, on commence à faire connaissance avec les gens. Ouais. Donc des personnes qu'on ne connaissait pas. Il y a du lien qui s'est créé, effectivement. Et ça permet aussi d'expliquer à la population, cette population qui n'a jamais subi les bavures policières et la répression qui peut exister aujourd'hui dans nos banlieues. Et là, aujourd'hui, quand on parle de bavure ou de répression, ils le constatent par eux-mêmes. Donc là, franchement, je vois pas comment on peut revenir en arrière. Est-ce que le mouvement est pas en train de se radicaliser? Elle peut, oui, effectivement. Moi, j'ai vu certains militants et certains gilets jaunes au sein de tous les samedis. J'ai vu que certains se sont radicalisés, effectivement. Mais c'est triste à dire, mais beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui disent que malheureusement, on a été pacifiste pendant presque 3 mois. Il y a rien qui a bougé. Donc, les seuls moments où ça a commencé à bouger, c'est quand on commençait à casser. Et effectivement, c'est le constat que beaucoup de gens a incité à radicaliser ce mouvement, c'est le gouvernement en place. Donc ils peuvent comment dire, je s'en prendre à eux-mêmes. Ils peuvent voilà, exactement. Ouais, Nasser, pardon, Nasser, c'est toi. Ossine, t'es assez d'accord avec Nasser Lajili, justement, sur le fait que le mouvement se radicalise et que les gilets jaunes disent voilà, finalement, il y a que quand on casse qu'on obtient quelque chose. Mais c'est clair. Regarde la preuve, ils ont pas cassé, c'est méchant. Mais ces dernières semaines, il n'y a rien eu de violent ou de grave du côté des gilets jaunes et du coup, on en parle moins à la télé. Même dans les discussions de comptoir, on a remplacé les discussions des gilets jaunes par d'autres sujets. Donc bien sûr, c'est clair, même si on est contre la violence, mais plus violent on est, plus le message est entendu et plus il fait un rebondissement le plus gros possible en France. J'appelle pas à la violence et à l'émeute, mais on l'a toujours vu, on l'a toujours su. On a toujours traité par exemple les jeunes des quartiers comme des sauvages parce qu'ils font des émeutes, etc. Déjà la France n'a pas attendu les jeunes de quartier pour avoir des émeutes dans leur quartier ou pour se battre pour des revendications. Et de 2, faut arrêter de se leurrer. Ils font pas des émeutes où les gens ne cassent pas dans la rue parce qu'ils veulent casser et qu'ils ont un goût pour la violence et la haine. Ils ont un désespoir en eux. Moi, c'est ça le message que je vois. Là, le dernier cri pour eux, c'est de casser, c'est de se faire entendre de la meilleure manière qu'ils puissent. Mais c'est pas vraiment. On dit que c'est pas les gilets jaunes qui cassent. On dit que c'est les Black Blocs. On dit que c'est les Black Blocs. En tout cas. C'est ça que je disais entre guillemets pour le cassage. Je parlais plus de violence, même la plus petite soit-elle, même dans les propos, etc. Mais ça exprime justement un ras-le-bol et voilà un désespoir total parce que on le dit toujours, c'est ça. Après, tu sais, on peut en philosophie, on dit souvent que l'action de la main c'est le prolongement de la parole. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit juste avant, c'est un ras-le-bol, une limite et pour eux la limite elle est dépassée. Maintenant, faut passer à l'action pour certains. Gamal, un dernier mot là-dessus? Simplement que moi j'aime bien les blagues quand on nous fait croire que le fait de pas avoir de violence dans une manifestation ça donne quelque chose, c'est faux. Les communards se sont battus, en 36 ça se battait violemment, en 68 ça s'est battu, il y a des gros changements. Depuis quand on donne quelque chose à quelqu'un qui vous supplie à genoux? Ça n'existe pas, c'est des rapports de force dans le rapport politique et le rapport de force comme son nom l'indique, c'est des rapports de force violents. Alors malheureusement ça se traduit par des violences sur le terrain, mais quand un gouvernement violemment méprise les gens, violemment il reçoit une réponse qui est physique, ce qui est logique. Oui, mais alors si je suis le raisonnement un petit peu des gens, c'est que ce sont pas les gilets jaunes qui cassent, mais ce sont les Black Blocs et les Black Blocs sont pas là pour revendiquer les gilets jaunes. Ils en ont absolument rien à faire. Plaisanterie, il y a pas que. C'est un anti-système qui existe depuis des années. Donc aujourd'hui de dire. Mais pourquoi on les arrête pas ces mecs-là? Mais qui va les arrêter? C'est pas les gilets jaunes qui. Non, mais la police. Oui, pourquoi ils les arrêtent pas ces gens? Non, mais parce que ça arrange. Mais je suis pas sûr qu'il y ait que les Black Blocs. C'est réduire les gilets jaunes. Il y a les Black Blocs méchants et des côtés les gilets jaunes. Il y a les Antifa, il y a les abus, Nasser. Il y a aussi des gens qui ont la rage. Moi j'ai vu des gilets jaunes caillassés. Ça, je confirme qu'il y a aussi des gens qui se sont radicalisés, effectivement. Ce qui est normal. Mais ce qui est bien dans ce qui se passe là, je veux dire, avec les gilets jaunes,
Il y a des assemblées, j'ai une assemblée générale qui s'organise chaque semaine, ça veut dire tous les vendredis qu'on se rencontre pour discuter sur ce qui va être organisé le lendemain. Mais ça permet aussi d'avoir des échanges avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ces personnes-là, quand on parle avec eux, d'ailleurs il y a vendredi dernier, j'ai eu un échange avec cette salle qui était assez pleine, on va dire il y avait plus de 150 personnes et il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit mais on a du mal à comprendre pourquoi les quartiers populaires ne vont pas manifester. Ouais. Et moi je leur ai dit mais vous imaginez, aujourd'hui on a des jeunes, si demain on leur demande d'aller manifester, ça sera plus les black blocs qu'on va parler. On va parler des jeunes des quartiers populaires. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je leur ai dit mais les quartiers populaires sont gilets jaunes depuis plus de 30 ans. Absolument. Donc effectivement, aujourd'hui nous on a subi et j'ai fait un sondage, je leur ai tous demandé d'ailleurs dans la salle, je leur ai dit excusez-moi, est-ce que je peux savoir qui est dans la salle? Il lève la main. Pour 2005. Qui a participé en 2005 aux émeutes dans les quartiers? Il y a 3 mains qui se sont levées sur les 150 personnes. Et je leur ai dit, mais elle est là la réponse. C'est qu'aujourd'hui, vous demandez à des gens de venir manifester au mouvement des Gilets jaunes, vous étiez pas présents en 2005 quand ils avaient besoin de vous. Donc la répression, elle existe depuis longtemps chez nous. Et les problèmes, et en même temps, je terminerai parce qu'on parle de violence, mais la première violence aujourd'hui, c'est la violence sociale qu'on vit et qu'on subit dans notre pays. Vous voulez que je vous donne un exemple très concret qui va vous parler tout de suite, vous allez voir, c'est extraordinaire. Je connais une femme seule qui a une enfant qui est étudiante. Ils viennent d'apprendre aujourd'hui, à la dernière minute, qu'on a sucré la bourse d'études de l'étudiante et qu'on a sucré les aides sociales de cette femme qui n'a pas de revenus. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il se retrouve dans une misère sociale. J'étais obligé de lui donner 200 € pour qu'elle puisse tenir la semaine. Voilà la réalité de la violence sociale dont on ne parle jamais. Du jour au lendemain, maintenant la CAF, elle sucre tout. Alors on va en parler peut-être avec notre invité. C'est parti pour l'entretien en ce lundi 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, elle est bien là. Messieurs, on accueille avec nous aujourd'hui Sabrina Sebahi. Messieurs, bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. C'est donc afin de vous découvrir. Alors vous êtes, si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, vice-présidente du Forum français pour la sécurité urbaine. Oui, tout à fait. FFSU. Qu'est-ce que le FFSU d'abord? Alors le FFSU en fait c'est une association qui réunit plusieurs collectivités et qui échange beaucoup sur les pratiques justement en matière de prévention et de sécurité dans nos territoires. Donc il y a le pendant aussi à l'échelle européenne qui est l'EFUS, donc le Forum européen pour la sécurité urbaine. Et en général, on échange sur toutes les questions de police municipale, vidéo, un peu toutes les techniques de prévention qu'on développe, la médiation sociale, tout ce qui est éducateur spécialisé. Vraiment, ça vous parle tous ça, messieurs. Tout le travail du quotidien. Oui. Ce sont tous ces sujets, évidemment. Alors, exactement. Vous êtes également une ancienne attachée parlementaire de Madame Esther Benbassa. Oui, tout à fait. Grande dame, qu'on salue, au Sénat. Vous êtes adjoint au maire à la mairie de Ivry-sur-Seine, chargé de la politique de la ville, prévention, sécurité et chef de projet également démocratie locale. Non, en fait, c'est oui. Alors, il y a une politique de la ville, prévention, sécurité, et tout ce qui est médiation et accès au droit. D'accord, bon. Et vous avez travaillé aussi à la mairie de Paris sous le mandat de Bertrand Delanoë. Oui. Et vous êtes de Sciences Po. Vous avez fait Sciences Po? Non, j'ai fait Sciences Politiques, mais c'était pas Sciences Po. Ouais, d'accord, Sciences Politiques, d'accord. Ouais. Et vous êtes, on peut le dire, la patronne d'Europe Écologie Les Verts dans le 94. Tout à fait. Alors je partage ça avec ma collègue, puisque je suis co-secrétaire départementale pour Europe Écologie Les Verts dans le Val-de-Marne. Et j'ai cru voir aussi que vous étiez dirigeante d'entreprise. Oui, aussi. Donc vous avez 2 entreprises, c'est ça? Non, une seule. Une seule, d'accord. Qui s'appelle JS Réseau. Très bien. Et c'est quoi le but de l'entreprise? C'est tout ce qui est fibre optique. Ah, bah ça nous parle. Donc on a de quoi parler avec Sabrina Sebahi qui est avec nous, bien entendu, aujourd'hui. Messieurs, vous allez pouvoir l'interroger. On parlait de sécurité justement, Sabrina Sebahi, il y a quelques instants. La sécurité qui a été mise à mal donc il y a quelques temps, quelques semaines. On parle de la police, bien sûr, avec ces casses qui se sont produits aux Champs-Élysées. Vous, en tant que, on peut dire, experte quand même en la matière, est-ce que vous considérez finalement qu'on a laissé faire ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées ou pas? Il y a 2 semaines. Des images terribles quand même. Les Champs-Élysées saccagés, 80 boutiques touchées, des casseurs qui pouvaient tranquillement casser quoi tout au long de la journée.
sans qu'ils aient été ennuyés. Sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est sûr qu'on peut légitimement se poser la question, vu que quand même le ministre de l'Intérieur nous annonce que le dispositif de sécurité normale n'a pas été appliqué. Donc c'est à se demander en fait pourquoi est-ce qu'on travaille des dispositifs de sécurité si on les met pas en place le jour où on en a besoin. Et c'est vrai que bon, j'écoutais un peu le débat. Moi, je partage un peu tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que même s'il y a une partie des gens qui vont manifester avec l'idée de casser, ça c'est une réalité aussi, mais enfin c'est pas quand même la majorité des gilets jaunes. Les gens sont quand même là pour revendiquer des choses très spécifiques. Il y a quand même une crise sociale qui traverse notre pays, une crise politique qu'on a connue il y a 1 an et demi. Mais aujourd'hui, il y a quand même, moi j'écoutais un peu, je sais pas si certains ont écouté les premières comparutions des gilets jaunes, notamment qui sont passés au tribunal. La plupart expliquent quand même que, enfin voilà, il y a un effet d'entraînement, on est dans une foule, dans une masse, on se fait entraîner par quelque chose qui nous dépasse. Et malheureusement, eux ils sont pas assez malins parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et c'est les premiers qui se font attraper et qui vont au tribunal immédiatement. Donc comment vous avez accueilli et qui font de la prison. Comment vous avez accueilli la démarche du gouvernement de faire, enfin d'Emmanuel Macron en l'occurrence, le président de la République, de faire venir les soldats de Sentinelle pour garder, sécuriser les bâtiments publics? Moi je suis très sceptique, parce qu'on sait, et d'ailleurs plusieurs l'ont dit, que les sentinelles n'avaient pas vraiment de levier ni de moyens d'intervention finalement sur la population, donc ils sont pas formés pour ça, donc les mettre là, pourquoi? Pour faire peur aux gens, pour leur montrer que l'armée est dans la rue. Enfin, ça donne une image quand même assez désolante de notre pays, je trouve. Comment on fait pour en sortir de cette histoire, Sabrina Sebaï? Moi je pense que malheureusement le coche il a été raté au départ, puisque c'était dès le départ que le gouvernement aurait dû réagir et ne pas jouer le pourrissement de la situation. Ils se sont dit, à mon avis, que les gens allaient céder, qu'ils allaient abandonner, puis en se disant qu'il y allait avoir l'hiver, les vacances de Noël, etc., les fêtes de fin d'année, que les gens allaient lâcher prise, et ils se trompent, ils ont fait un mauvais pari pour moi. Est-ce qu'il y a peut-être des choses à attendre du grand débat, ou alors c'est le grand débat n'a que le nom, quoi? Enfin, moi, de mon point de vue, le grand débat, ça a surtout permis au gouvernement actuel de faire une campagne pour les européennes à moindre frais. Donc, je sais pas ce qui va en ressortir, mais en tout cas, j'espère que les cahiers de doléances que beaucoup de collectivités ont ouverts vont pouvoir vraiment être retranscrits. Vous en avez fait, vous, à Ivry-sur-Seine? Oui, on en a fait. Vous avez joué le jeu? Complètement. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que ça participait, ou est-ce que c'était assez boudé? Écoutez, nous, on a eu plus de 180 contributions. Bon, on peut se dire que c'est pas énorme, mais en tout cas, elles sont là, elles ont le mérite d'exister. Et il y a toutes les thématiques, la justice fiscale, la question de la transition écologique, enfin vraiment, il y a tous les sujets qui sont abordés. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit apporter des réponses sur tout ce qui est revendiqué par l'ensemble des citoyens, parce que les gilets jaunes, c'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Tout le monde vit, la plupart des Français vivent mal aujourd'hui quand même en France, globalement. Nasser, Ossine et Gamal pour vous interroger aussi, chère Sabrina, et soyez encore une fois la bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre entretien ce lundi 1er avril. On va parler un petit peu d'écologie, parce que vous êtes donc, vous coprésidez donc dans le 94 en tout cas de Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut dire que les européennes, c'est un peu votre élection à vous? Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est déjà c'est une élection qui se fait à scrutin à la proportionnelle. Donc là, on retranscrit réellement le vote et la participation des gens. Donc c'est ça qui est intéressant en matière d'élection. Donc et puis c'est une liste qui sera nationale. Donc nous, on espère en tout cas que cette élection nous sera favorable. Pas parce qu'on a envie absolument d'avoir des élus, même si c'est important d'avoir des élus, mais surtout parce qu'aujourd'hui, la première préoccupation des Français, en tout cas quand on les interroge, c'est la question du changement climatique et de la santé environnementale. Enfin voilà, ce sont des vrais sujets. Et pourquoi vous faites des petits scores dans les élections, si la première particularité, la demande des Français, c'est le climat, etc. Dans les scores, vous êtes souvent en dessous de 10. Au niveau européen, en tout cas dans les derniers sondages qui ont été faits, c'était la première préoccupation des Français. D'accord. Ce qui est vrai, c'est que les autres scrutins, c'est pas des scrutins à la proportionnelle. Si on prend globalement les chiffres que font les écologistes, on devrait avoir beaucoup plus d'élus aujourd'hui sur le territoire national. Ça, voilà. Mais bon, c'est pas le cas, parce que les modes de scrutin ne sont pas favorables à la représentativité telle qu'elle devrait être. Europe Écologie Les Verts, Gamal, qu'est-ce t'en dis? Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les Verts depuis que je suis tout petit d'ailleurs. J'en connais beaucoup de Verts. Je connais Bayou par exemple. Je connais pas l'élu. Le problème, c'est que j'ai assisté à des réunions. Je vous trouve, je vais pas être méchant parce que je vous connais pas, mais je parle du groupe en lui-même. Je trouve complètement nul en communication. Oui. Mais nul, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la caisse. Mais oui, c'est vrai. Je suis radical. C'est-à-dire que je dis quoi? Je dis qu'il y a une alerte écologique qui est violente, il y a une vraie peur, il y a des chiffres qui sont calamiteux, type 10% par des enfants qui sont asthmatiques, les villes sont invivables, on peut refondre l'écologie, on a vu ce qui s'est passé à Grenoble, là, quand même, il y a un travail qui a été fait. Et malheureusement, ils ont toujours des scores calamiteux. Ça, c'est la première des choses, parce que la communication ne vaut rien. On a l'impression que c'est un truc de flower power, de bobo, comme si peu excentrique, qui voudrait un peu de fromage bio, enfin, ce genre de bêtises, alors qu'on n'en est pas là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une autre question qui doit être soulevée, à mon sens, et les Gilets jaunes devraient en parler.
ce qui était fait. Pourquoi il y a eu un petit peu plus de gens dans la manifestation des Gilets jaunes? C'est parce qu'on a parlé de l'habitat, du logement, de la précarisation et des prix des loyers qui sont excessivement élevés au motif on devait rattraper Londres, ce qui est du n'importe quoi. D'ailleurs, Paris bat des records. Hein. Oui. Mais c'est honteux. C'est inadmissible. Selon un dernier rapport là. Ouais, moi j'ai toujours dit il faut baisser les prix des loyers, il faut les diviser par deux, il faut arrêter de voler les gens. Et ça libère d'autant plus de pouvoir d'achat. Vous imaginez un peu si vous divisez par deux. Mais au-delà de ça, il y a un problème de représentativité et moi je considère que la représentation nationale telle qu'on l'a définie et qu'on l'a sacralisée, l'Assemblée nationale est une arnaque. On ne doit pas déléguer des pouvoirs à des gens qui ne sont jamais remis en cause, qu'on ne peut pas écarter du pouvoir simplement par vote ou par demande du peuple, on parle du RIC. Et l'autre question qui se pose, c'est la proportionnelle. Évidemment, ils ont peur, soi-disant, c'est l'extrême droite qui fait peur, de laisser les gens, le peuple, s'exprimer, comme pour vous les Verts par exemple, vous n'existez pas en proportionnel parce qu'on refuse la démocratie réelle. Et là, quand on parle de démocratie réelle, c'est une des questions qu'on doit soulever, à savoir imposer la proportionnelle. Les gens qui votent doivent être visibles au Parlement, à l'Assemblée, et évidemment au gouvernement. Donc ça, c'est des questions qui doivent être posées. C'est pourquoi je vous dis, les Verts, je vous trouve vraiment, et je le répète à nouveau, je suis prêt à vous rencontrer pour ça, vous êtes mauvais en com. Mauvais en com, Sabrina? Oui, moi globalement je partage quand même ce qui est dit, c'est-à-dire que vous avez le droit de pas partager aussi, hein. Oui, mais là pour le coup c'est bon, moi je partage quand même assez la question de la communication. Je trouve qu'on devrait normalement, vu la préoccupation aujourd'hui, et c'est vrai, il y a quelques jours encore dans le monde, il y avait une tribune sur la pollution de l'air dans les écoles parisiennes en petite couronne où on sait que tout est pollué et qu'il y a énormément de maladies respiratoires, et pourtant le discours il n'arrive pas à se traduire en matière d'électorat, enfin en matière dans les urnes. Alors pourquoi? Je pense qu'on a tout un travail à faire parce que moi, globalement, je pense que les écologistes ont raison dans le sens où on sait vers quelle société on veut aller, et je pense que c'est la société qui protégera tout le monde, aussi bien, enfin voilà, la faune, est-ce qu'il y a des lobbies écolos, Sabrina? Des lobbies écolos? Ouais, c'est ce qu'avait évoqué un petit peu Hulot, hein, Nicolas Hulot, vous vous rappelez quand même? Oui, oui, bien sûr. Au propos des chasseurs, etc. Non, il est. Bah oui, mais de toute façon, c'est toujours là, si on parle de lobby, on peut aussi parler du lobby bio, par exemple, ou des choses comme ça. Bien sûr qu'il y en a toujours qui profiteront, à qui profitera le label bio sur l'alimentation, sur la qualité de l'air. Enfin, moi, j'ai vu des gadgets naître, c'est assez incroyable. C'est comme les masques on demande aux gens de mettre des masques en pic de pollution. C'est pire, en fait, si on est derrière un bus, on fait du vélo avec son masque, on respire. Alors que c'est pire même. Bah oui, c'est pire parce que normalement le réflexe c'est quand on est derrière un bus, on arrête de respirer, donc au moins on n'avale pas les particules, alors que là on respire et puis tout passe dans les poumons. Donc enfin voilà, moi je pense qu'il y a un danger effectivement de devoir récupérer un peu toutes ces questions écologiques, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un parti fort. Oui. Juste une question qui est personnelle. Nous à Romainville, enfin je suis pas loin, je suis à Pantin, ils viennent de détruire 30% du parc, soi-disant pour préserver le parc. Juste pour en faire un parc dans lequel on va se balader, des petits jeux pour les enfants. Enfin, ils ont détruit 30% du parc, ils ont massacré, ils ont coupé 30% du forêt qui était naturelle. Et personne ne s'y est opposé. Ils ont envoyé la police pour empêcher les manifestants de s'opposer à la destruction du parc. Aujourd'hui, c'est fait. Au lieu de planter des arbres, et c'est là ce que je reproche aux écolos, au lieu de planter les arbres, il devrait y avoir un arbre par habitant à Paris. Au lieu de planter les arbres, on laisse la maire de Paris nous vendre son mythe des 20 000 arbres plantés sur 6 ans. Je rappelle qu'on détruit 15 000 arbres par an sur Terre. Voilà. Donc faut quand même là c'est il y a une âme écolo chez toi qui se révèle aujourd'hui. Je ne la soupçonnais pas celle-là. 15 milliards d'arbres, excusez-moi. 15 milliards d'arbres. Oui, moi je suis un vrai écologiste, hein. Ah oui. Non, mais la logique, moi je rêve de voir des arbres. Chaque arbre coupé doit être replanté. Mais plus que ça, aujourd'hui il faut replanter encore plus. Et d'ailleurs, on ne doit pas toucher normalement aux zones de pleine terre ni à tout ce qui n'est pas bétonné aujourd'hui. On ne construit pas dessus justement pour éviter tout ce qu'on connaît d'ailleurs dans certaines villes en termes d'inondation. Absolument. Aussi, Nasser, n'hésitez pas. Moi justement, moi j'étais d'accord avec sur la question que tu posais à Madame Sabrina. Oui. Aujourd'hui, par rapport à quelles sont les raisons que le parti des écolos ne fait pas trop de score, etc. Surtout au local. Moi, j'ai la vision la même que Gamal. Je me dis sûrement que le premier truc qui vient en tête, c'est la communication. Il y a moins de coups de com, ils sont moins invités, on les ressent moins médiatiquement, etc. Donc c'est tout la médiatisation globale qui est pas très bonne. Moi, en tant que citoyen, je me suis toujours dit que c'est une stratégie des écolos. Et en fait, je pense aussi, la deuxième raison que j'allais donner, c'est qu'il y a un manque de confiance du peuple. Pourquoi? Parce que souvent au deuxième tour on voit les écolos faire se rallier à d'autres causes, etc., se rallier à d'autres représentants qui sont des fois contraires à leurs valeurs, même en termes d'écologie, faire des alliances contre nature. La plupart les écolos, les Verts et les écolos divers écolos qu'on retrouve en France dans les partis locaux, dans les villes, etc., ils font partie souvent des divers gauches.
La preuve, je pense. Et donc souvent, c'est très rare qu'il soit à la tête d'une ville. J'en connais pas en tout cas à ma connaissance. Et je pense que l'électeur lui-même, il a cette habitude-là et il pense que c'est une stratégie donc même au premier tour, il a un manque de confiance pour voter. En fait, peut-être que c'est aussi un système, un mauvais système que tout le monde est tombé dedans, le parti comme les citoyens. Et deuxième chose, je voulais faire une petite comparaison entre la France et les États-Unis. À l'époque de la COP21, nous on a reçu à Sarcelles et dans les quartiers des militants écolos des États-Unis. Et bizarrement, dans ce groupe-là, ils sont apolitiques. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas le problème de la politique, l'écologie, etc. C'est beaucoup les citoyens. Et comme par hasard, dans le groupe, il y avait qui? Il y avait des LGBT, il y avait des Afro-Américains, il y avait des Latinos, des gens avec qui on a beaucoup sympathisé. On a fait beaucoup de choses dans les quartiers en France avec eux. Et franchement, la première chose qui frappait à chaque fois, c'est que c'était des gens comme nous. Mais quand il parlait, en fait, il parlait d'écologie encore mieux que les écolos en France. Et ça, c'était épatant. Et cette personne-là qui dépolitiser les écolos, Sabrina. Et ils viennent de récupérer une ville, bizarrement, Jacksonville aux États-Unis, 200 000 habitants. Et nos amis là qui étaient venus nous rendre visite, c'est le nouveau maire justement de cette ville-là. Et voilà. Alors en fait, c'est pas voulu, hein, c'est culturel chez eux. Ils disent que le peuple, les latinos, les Afro-Américains, etc., et les Indiens, surtout les Amérindiens, etc., ils ont un gros lien avec la nature et qui se battent beaucoup avec les LGBT, etc. Alors c'est forcément différent, mais bon, il y a des villes écolos aussi en France. Enfin, dans le Val-de-Marne, on en a vu, il y a Arcueil qui est, voilà, il y a Grenoble, il y a Grande-Sainte, quand même, avec Damien Carême. Grande-Sainte, oui, absolument. Voilà, qui sont quand même des villes très symboliques pour nous, en tout cas, où quand on a des maires qui sont écolos, on voit tout de suite quand même que la ville, ça fonctionne autrement. Du coup, quand on me dit Grande-Sainte, oui, là, voilà. Ça colle bien. Faites-leur confiance, alors, hein. Donc, Sabrina, par rapport à la question d'Hossein. Oui. Tu t'en rappelles quand même, hein, tu l'as bien saisi. Sur le fait, effectivement, peut-être de dépolitiser un petit peu le mouvement, finalement. C'est ça ma question. Ouais. En fait, c'est très paradoxal parce que justement, on nous reproche d'être trop axé écologie et environnement, et on n'arrête pas de nous dire que l'écologie devrait pas être devrait pas être à l'intérieur d'un seul parti, mais au contraire être dans tous les partis. Donc, au contraire, on nous dit exactement l'inverse. Et nous, on essaye d'expliquer, peut-être très mal, je l'accorde, que non, l'écologie politique va bien au-delà de la question purement environnementaliste et qu'on est bien sur tous les sujets. C'est-à-dire, c'est comment on travaille à l'échelle d'une ville la question de démocratie participative, comment on travaille les questions environnementales. Mais voilà, la question du logement, on l'a évoqué, c'est quelque chose de très important pour les écologistes. Je pense que c'est ce qui manque. C'est la convergence de vos luttes avec celle des autres. Par exemple, même s'il y a les Verts dans les quartiers populaires, etc., on sent pas la convergence, en fait. On la sent pas vraiment dans le quartier. Normalement, la lutte contre l'écologie, pour l'écologie, elle doit être indissociable de ce qui se passe dans nos quartiers. Et quand je dis dans nos quartiers, c'est au sens large du terme. Et parce que normalement, vous êtes censé être le parti le plus populaire, le plus humain. Mais on le ressent pas, on sent trop la politique, on sent l'institution dans vos paroles, dans ceux qui viennent dans nos quartiers en tout cas. Mais en fait, pour ce que j'ai connu, encore une fois, c'est mon avis personnel. Le national, peut-être faut vraiment, parce que là où il y a des militants écologistes et voilà, sur les villes, enfin moi je vois Ivry, vraiment on est très présent et on porte les luttes locales vraiment à l'échelle. Enfin, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard sur l'incinérateur, la reconstruction d'un incinérateur à Ivry, qui pour nous, voilà, c'est un non-sens écologique. 2 milliards d'euros pour reconstruire un incinérateur. Et là, on est vraiment en lutte avec toutes les associations locales, les habitants et les militants écologistes, ils sont là, ils sont présents, ils sont sur le terrain et ils défendent la santé des personnes. Qu'est-ce que vous répondez, Sabrina Sabahi, quand on vous dit l'écolo ça coûte cher de faire écologie, de respecter un petit peu l'écologie? On voit d'ailleurs qu'il y a eu des politiques qui ont conduit à l'erreur. On était dans un tout tramway il y a 40-50 ans, on est revenu au bus, puis là on est en train de refaire machine arrière à l'image de Paris, le tramway qui va faire de plus en plus peut-être son apparition. On a perdu beaucoup de temps finalement. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle coûter cher. Moi, je trouve que ce qu'on paye aujourd'hui en matière de sécurité sociale pour soigner les gens qui sont malades parce qu'ils ont des maladies respiratoires, des cancers ou etc. Enfin, on en meurt de la pollution, rappelons-le. On en meurt exactement. Donc moi, je trouve que ça coûte plus cher à la société que de financer du transport en commun ou financer des tramways ou des bus ou. Enfin voilà, c'est une réalité. Ouais. Donc après, c'est là où on veut mettre l'argent aussi. Et nous, on pense que justement la transition écologique, c'est là où c'est important, c'est-à-dire que ça va pas se faire en claquant des doigts. On va pas changer les habitudes des gens rapidement, ça c'est évident, il faut passer par une période de transition, mais en tout cas on peut pas dire aux gens d'abandonner leur véhicule du jour au lendemain si à côté de ça on n'a pas développé le transport en commun dans les villes qui sont c'était il y a 30 ans, maintenant on est en train de revenir en arrière, mais à l'époque on incitait les gens à acheter du diesel parce que c'était moins cher, parce que c'était plus économique, et aujourd'hui on est en train de revenir en arrière, donc là encore une fois on a fait une erreur, bien sûr, une erreur d'appréciation en l'occurrence, mais on revient en arrière. Est-ce que ça pollue vraiment le diesel d'ailleurs? Ah oui, mais
on revient en arrière parce que l'Europe menace de nous coller des amendes. Sinon, on n'y reviendrait pas. Bon, dans un instant, elle est avec nous, Sabrina Sebaï sur France Maghreb 2. On fera un petit tour par Marseille. On va inaugurer ce nouveau rendez-vous. C'est la minute de Marseille pour aller à la rencontre de ces personnalités qui font cette belle ville rebelle de Marseille. Restez bien avec nous. C'est le LGF sur France Maghreb 2 avec vous jusque 19h, puisque à partir de 18h, c'est le grand forum du sport comme chaque lundi. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum, avant de retrouver la suite de cet entretien et de notre invité Sabrina Sebaï qui est avec nous. On inaugure donc un nouveau rendez-vous qui va s'appeler la minute de Marseille. Chaque jour, nous allons partir à la rencontre donc d'une personnalité qui fait cette belle ville de Marseille. Et aujourd'hui, pour cette première, je vous propose de découvrir Dina Gad qui est avec nous. Bonjour Dina. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous inaugurez donc cette chronique, c'est la minute de Marseille, pour nous parler justement de cette belle ville qui est Marseille, cette ville un peu rebelle quelque part. Dina, de quoi avez-vous envie de nous parler pour cette première? Marseille, si on parle de Marseille, alors Marseille c'est la rébellion, c'est la ville qui bouge tout le temps, c'est la ville qui est destinée à avoir la relation avec l'Orient, porte de l'Orient, et dirigée complètement vers la mer, le bassin méditerranéen. Alors cette semaine, il y avait bien sûr tous ces mouvements sociaux. Il y en avait aussi des manifestations des Algériens en France. On avait aussi des manifestations de Comoriens contre le résultat des élections. Et bien sûr, comme toujours, le mouvement qui se passe en France, tout mouvement national, il a un accent marseillais spécial. Alors que si les profs ils ont manifesté ce week-end, parce qu'aujourd'hui, à Marseille, il y en avait spécial notre conseil municipal le 1er avril, et on parlait d'audit concernant les écoles de Marseille. Il a besoin de beaucoup faire concernant les écoles et le logement, comme tout le monde sait à propos de notre ville. Mais Marseille aussi, c'est la lumière, et c'est l'histoire de cinéma. Alors, cette semaine, c'est une semaine cinématographique par excellence. On a 3 festivals qui commencent. On a un festival sur le cinéma de l'Amérique du Sud qui va faire sa résistance, la résistance contre le retour de fascisme et réactionnaire au gouvernement. On a des films brésiliens, on a des films qui racontent l'histoire de Uruguay, qui racontent la fin du fascisme en Argentine. On a une semaine avec tous ces films, avec une note très optimiste malgré tout. Il y a aussi l'association La Flamme qui fait une semaine, c'est la 16e rencontre de films arabes. Et cette fois, ils vont honorer, comme chaque fois, un artiste. Ça serait le cinéaste, ça serait Youssef Chahine. Le cinéma égyptien et les relations autour le cinéma égyptien et le cinéma français est représenté par ce cinéaste réalisateur qui est mort en 2008 exactement, et avec son histoire et ses films, il a raconté son Égypte à lui. Ils vont être projetés, certains films comme La Gare Centrale, comme Le Destin qui parle de pensée arabe et montée du fascisme, autre genre de fascisme religieux cette fois. Il y a un festival qui parle plus aux Marseillais peut-être parce que c'est la ville de mer, c'est la ville passionnée par la mer et par la boulangerie. C'est un festival avec un autre regard sur la mer. C'est un festival c'est la 4e fois, c'est la 4e fois mer, festival très court de films sur la mer, avec un regard très spécial sur notre bassin qui est menacé par la pollution. Et on sait qu'à Marseille, il y a le LIF, expédition français qui vient de s'installer. C'est un bateau spécial fait par les déchets plastiques qui part en bataille dans notre bassin méditerranéen. Il visite beaucoup de villes dans ce bassin pour informer, pour parler d'écologie, pour essayer de promouvoir comment utiliser tous ces déchets pour se débarrasser. Alors c'est toujours Marseille, ville de lumière, ville rebelle, ville de mouvement, ville mouvementée. C'est la belle Marseille, la belle Massalia. Merci beaucoup Dina pour cette première et cette minute de Marseille. Merci beaucoup, à bientôt Dina Gad. À bientôt. Voilà, et une autre personnalité issue de Marseille qui nous parlera justement de Marseille. C'est la minute de Marseille et c'est donc tous les jours à 17h30. Ça tombe bien, vous voyez, d'écologie on en parle partout, c'est très bien, c'est la suite de notre entretien.
Alors justement, Sabrina Sebaï qui est avec nous aujourd'hui, qui est, je le rappelle, Sabrina, la sacrée CV quand même, hein, rappelons-le, vice-présidente donc du Forum français pour la sécurité urbaine, également qui est le FFSU. Également, vous êtes donc adjoint maire donc à la mairie de Ivry-sur-Seine, chargé de la politique de la ville, la prévention sécuritaire, entre autres, bien sûr, et vous êtes aussi la patronne du 94 d'Europe Écologie Les Verts. Dinagan nous en parlait depuis Marseille justement. La Méditerranée, c'est devenu une véritable poubelle. Hein. Oui, justement, c'est vrai que sur la fin de son intervention, elle a beaucoup évoqué la question des plastiques, notamment dans les mers. Et c'est vrai que la gestion des déchets, c'est une vraie problématique. Et là, nous sommes tous responsables, hein, quand même, faut le dire. Tous, et puis surtout, nous, on a, je l'évoquais tout à l'heure, la question de la reconstruction d'un incinérateur pour 2 milliards d'euros sur 40 ans. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a quand même on a du suremballage. On achète un produit. Je suppose que ça arrive à tout le monde de commander des produits. Avant d'arriver jusqu'à son produit, il y a 2 cartons. Un plastique, tout ça c'est vraiment pas nécessaire. Et on sait qu'aujourd'hui l'Union européenne préconise le recyclage et la réutilisation de pas mal de choses. Normalement, 75% de notre poubelle devrait être recyclée. Aujourd'hui, il y a quasiment tout qui va à l'incinération et ça ne se justifie pas en tout cas. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'elle vient de dire, je sais pas si vous avez suivi dans quelques docus. Regardez, c'est super intéressant. Vous trouvez sur YouTube. Il y a des assos justement qui font ça, qui vous attendent à la fin des caisses et qui ont des stands et qui s'amusent avec les familles en leur disant écoutez, venez à notre table, on va vous débarrasser dès maintenant de vos emballages inutiles. Oui. Et donc en fait ils vont ils enlèvent les cartons des pots de yaourt, il y a les dates écrites dessus, ils font aussi ce travail de sensibilisation, on leur explique, parce que des fois c'est des peurs du consommateur. Ils se disent si je jette des emballages, peut-être que cet emballage il est important, peut-être que ceci, alors que rien du tout. Ils vont même jusqu'à aller enlever certains produits dans des sachets plastiques où ils leur mettent directement dedans. Et après en fait ils s'amusent en leur demandant de revenir la prochaine fois, parce qu'il reste un long temps dans ce magasin-là, en disant revenez et venez nous répondre à cette question. Est-ce que vous avez moins sorti la poubelle qu'avant, par exemple? C'est un truc tout bête, mais en fait elle explique, les mamans qui ont été interrogées, elles expliquent que voilà, c'est vrai que depuis qu'on fait ça aux caisses, qu'on jette dès la caisse nos détritus, déjà c'est trié à la base, donc le carton va avec le carton, le plastique, et la personne elle a l'impression d'avoir fait son geste écolo de la journée, et de deux, même à la maison ils le ressentent encore plus, puisqu'il y a moins de déchets à la maison, moins de poubelles qu'ils ont sorti, et donc l'écologie, ça peut devenir un jeu finalement. Ça aussi, exactement, parce que moins on sort de poubelle et plus on impacte sur l'écologie. Ça aussi, faut le savoir. Plus la poubelle elle est compactée et plus on joue aussi sur l'écologie. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. Les cartons, faut les plier, faut les compacter, faut pas les jeter comme ça. Tout ça, c'est une économie d'écologie pour aller plus loin, etc. Et tout ça, on n'est pas encore assez sensibilisé en France. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il fallait populariser la chose, pas seulement que le côté politique. Et c'est ça qui intéresse les habitants. Mais en fait, je pense que la société française, elle est prête à faire ce pas, en fait, d'aller vers le tri. Les Français sont prêts. Je pense que les politiques manquent de courage à ce niveau-là, parce que en fait, les maires, ils ont peur d'aller être un peu plus directive en matière de, il faut trier parce que sinon vous allez devoir payer ou des choses comme ça. Mais la population, elle est prête. Nous, on le voit tous les jours, les gens qui se mobilisent contre la reconstruction de l'incinérateur, à Ivry, ils sont conscients que ça va leur demander des efforts en matière de tri, qu'il va falloir baisser le tonnage de leurs déchets, mais ils sont prêts à le faire parce que derrière un incinérateur, ça crache 24 heures sur 24 des fumées qui sont nocives pour la santé des gens, avec toutes les particules et tout ce qui, en plus, il y a plein de particules qui sont absolument pas réglementées. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent, j'espère que les incinérateurs, ça sera pas le futur scandale comme l'amiante. Dans quelques années, on se rendra compte que, oui, il y a des cancers, des maladies respiratoires qui sont dues, en fait, à toutes ces particules relâchées 24 heures sur 24. Nasser Lajili, on est écolo un peu chez vous? Mais je veux dire, je sais qu'à Gennevilliers, il va y avoir des arbres qui vont être plantés là, sur ces prochains mois. Après, moi, je voudrais aussi rebondir sur la question éducative. Parce que le côté éducatif, il est très, on va dire, on le prend pas au sérieux. Moi, je sais que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut expliquer peut-être aux jeunes et aux enfants à participer à la question écologique. Et c'est une question qui doit pas être une question politique. C'est une question qui doit concerner tout le monde. Et je dis ça pourquoi? Parce que je sais que j'ai participé, exemple, à la marche pour le climat qui était prévue il y a 3 semaines. Vous y étiez, j'espère, Sabrina? Oui, bien sûr. J'y étais. Et le triste constat, peut-être que je vais pas faire d'amis autour de cette table, mais le triste constat, c'est qu'on avait très peu de gens de jeunes des quartiers populaires. C'est vrai. Et ça, on a un vrai travail là-dessus. Je pense qu'il y a un délaissement total. Moi, je sais que quand je vois certains quartiers, ils sont dans des situations, je veux dire, c'est dramatique.
Mais tout ce qu'il y a par terre, c'est nous qui l'avons fait. C'est pas quelqu'un qui l'a mis par terre. C'est que c'est des personnes qui ont un manque d'éducation sur la question écologique. Et la meilleure des choses, c'est aussi de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon enfant de 3 ans. Donc, et si chacun faisait pourtant, il y a une mobilisation quand même des collégiens à l'échelle justement européenne. Mais au-delà de l'école, parce que si à la maison, si t'apprends des choses à l'école, mais qu'à la maison, la maman et le papa fait l'inverse, l'enfant va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter à l'école? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je vais rester comme j'ai. Alors nous, c'est vrai que dans toutes les écoles d'Ivry, les enfants font le tri à la source des biodéchets. C'est-à-dire que c'est vraiment dès le plateau, on leur apprend à trier et on compte justement sur les enfants pour sensibiliser les parents sur ce sujet-là. Parce que c'est plutôt l'inverse en fait. Ce sont les enfants en fait aujourd'hui qui éduquent et qui sensibilisent les parents sur les questions écologiques. Moi j'ai une question très concrète. L'Angleterre. Pourquoi les autres sont pas concrètes, c'est ça? Non, très concrète, mais celle-là est encore plus concrète. Ça va à la base. Du pollueur-payeur. Oui, bah c'est bien. Faut quand même dire, il y a quand même, nous on est peut-être des pollueurs a posteriori, mais les crapules qu'il faut, je dis crapules à dessein, qu'il faut interpeller, c'est quand même les crapules parce qu'il va y avoir des problèmes avec toi. Ouais, mais là c'est pour ça que c'est générique. Donc pour dire que les industriels, pour faire simple, produisent le déchet. Utilisent le déchet. Le packaging dont on parle, il n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant. J'étais en Angleterre et j'ai vu que en Angleterre, par exemple, lorsque vous demandez des médicaments, on parle de gâchis, d'accord? Là-bas, ils sont très rationnels. Vous allez à l'hôpital, c'est gratuit. Les médicaments, vous les payez, mais vous ne payez pas les médicaments. Vous payez les médicaments dont vous avez besoin. On vous donne par exemple 6, 7, 8, pas plus. Ici, vous avez une boîte, des médicaments, tout part à la poubelle et ça sert à rien. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la surconsommation, surproduction de déchets et non-gestion de ces déchets par ceux qui sont à l'origine de ça, à savoir les pollueurs. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire une taxation. Mais ils sont où les écolos là-dessus? Ils sont pas. Entend pas. Ah bah si quand même. Enfin, Sabrina, pardon, vous entendez pas la taxe carbone où justement les écologistes avaient dit que c'était plutôt les grands groupes qu'il fallait taxer sur l'action du kérosène et non pas le citoyen lambda sur son plein de diesel. Donc il y a quand même des vrais sujets qui sont abordés à ce niveau-là. On a toujours, enfin nous on est à chaque fois on dit qu'il faut aller vers le vrac, faut quitter c'est un vocabulaire toute complexe. La question. Oui, mais si on dit aux gens vous avez un carton de trop autour de votre paquet de yaourt, ils le comprennent. Si on dit aux gens vous avez le droit d'acheter un yaourt à l'unité parce que c'est la loi, c'est pas moi qui le dis. L'imposition d'acheter un paquet de 16, c'est pas vrai. On peut l'acheter à l'unité, ça casserait le principe d'avoir un emballage. Alors évidemment l'industriel lui veut en vendre 16. Bah oui, évidemment. Qui t'envoie retourner. C'est pour ça que j'ai cette question-là, vous êtes assez faiblard parce qu'en réalité, le pollueur-payeur, faut être très clair. Mais on en revient. Celui qui pollue doit payer. Mais on en revient à la question de la communication et aussi le fait qu'aujourd'hui, il faut quand même, il faut se rendre compte aussi qu'on a 0 député. Donc, 0 député à l'Assemblée nationale, ça veut dire quasiment pas de temps de parole, on n'a pas accès aux médias. Mais vous avez quand même eu Nicolas Hulot. Excusez-moi. Excusez-moi. Et il est parti sur un échec. Ouais, bien sûr, exactement. Parce que même lui de l'intérieur, et pourtant, on peut pas dire que Emmanuel Macron n'a pas été le chercher, Nicolas Hulot. C'était quand même, il l'a voulu. Et voilà, et il est parti sur un échec. Il a une âme écolo, le président de la République, Sabrina? Ah bah moi j'y crois pas. Franchement, quand on voit comment ils ont fait passer le glyphosate à 2h du matin sur un amendement alors que c'était pas prévu. Enfin, non. Alors, on va s'arrêter un instant sur le glyphosate parce que c'est vrai que beaucoup en entendent parler, mais beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit. Alors c'est quoi le glyphosate exactement? Bah c'est un produit qu'on utilise pour l'agriculture et en fait qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, oui c'est un désherbant. D'ailleurs, Monsanto pour la petite histoire a été condamné aux États-Unis à payer plus de 80 millions de dollars à quelqu'un qui a eu un cancer parce qu'il a réussi à démontrer que c'était à cause du Roundup. Qui est composé de glyphosate justement et qu'il a eu cette maladie. Donc et on sait que c'est dangereux, mais malgré tout comme il y a un lobbying derrière économique, c'est la réalité. On verra plus tard pour interdire. Mais non, si c'est dangereux, on arrête tout de suite. Vous y avez cru avec Nicolas Hulot au gouvernement? Ah oui, parce que malgré tout, je pense que Nicolas Hulot, il a vraiment voulu faire avancer les choses. Ouais. Et le fait qu'il soit parti sur un échec, je pense qu'à un moment, oui, c'est, il a essayé. En tout cas, il a essayé de faire changer les choses et même lui s'est rendu compte que c'était pas possible parce que finalement, la question financière prenait le pas sur la question environnementale et sociale d'ailleurs. Parmi les partis politiques existants aujourd'hui en France, on va prendre ceux qui se sont présentés, en tout cas au présidentiel. Quel est le parti le plus écolo? Selon vous, Sabrina? Hormis le vôtre, évidemment. Pas écolo, mais qui a défendu. Le problème, c'est qu'au présidentiel, nous, on était derrière Benoît Hamon, donc je vais pas dire que le PS est très écolo, mais en tout cas, Benoît Hamon l'était, et je pense que Génération aujourd'hui. Est-ce que la France Insoumise, par exemple, qui a un programme véritablement écologique? J'allais venir. La France Insoumise, elle a un programme écologique, mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on diverge, mais on peut pas faire convergence des luttes pour le coup là, sur ce sujet-là en l'occurrence, avec la France Insoumise, par exemple. On l'a évoqué tout à l'heure, le problème du
discours quand il est incompris, c'est aussi le fait de faire des alliances à chaque fois. À chaque élection, on change de partenaire politique. Et c'est vrai que une élection comme celle-ci des européennes où c'est un scrutin à la proportionnelle, il vaut mieux que chacun défende ses couleurs et son programme, parce que plus on aura d'eurodéputés qui vont défendre les valeurs écologistes, qu'ils soient d'ailleurs des députés France Insoumise, Génération, pourquoi pas, ou Europe Écologie Les Verts, l'essentiel c'est qu'on défende la même chose à Bruxelles. Vous êtes aussi, vous, pour la fin du nucléaire ? Oui. Oui, complet. C'est-à-dire que lui, par exemple, Mélenchon proposait de remplacer tout le parc nucléaire par du solaire. Moi je suis pour qu'on sorte du nucléaire. Oui. Complètement. Mais encore une fois, c'est une question. Et ça crée de l'emploi, hein, selon ce que dit Mélenchon. Oui. Oui. Vous avez lu le livre blanc à l'époque, il avait fait, il s'appelle l'ancien, je me rappelle plus de son nom. Il avait fait un livre blanc avant de partir de la Commission européenne. Comment il s'appelait déjà? Français, j'ai plus son nom. Un grand livre blanc sur l'écologie qui devait créer 5 milliards d'emplois, je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit. La question qui se pose aujourd'hui, moi je pense que vraiment sur les Verts vous avez un problème et quelqu'un a donné une réponse. Arrête de leur dire qu'ils ont que des problèmes, les pauvres. Un problème. Un problème majeur. C'est autres. d'avoir été le strapontin du PS tout le temps ou de la gauche. Alors ça c'est une vraie question, ça c'est une vraie question. Je vais y arriver justement. Le truc c'est que le maire de Grenoble, il a dit moi j'y vais pour gagner, j'y vais pas pour faire plaisir au PS ou je ne sais quel autre. Faut pas être à la remorque des partis parce qu'ils vous arnaquent tout le temps. Vous devenez un alibi, un rabatteur de voix qui permettent de faire la bascule et après vous n'existez plus. On a vu ce qui se passe avec l'écolo qui vient de se barrer de votre parti. Ils vous font tout le temps le coup. Ah oui, moi, Pascal Confin. Absolument. Oui. C'est honteux quand même. Oui. Juste pour un billet, on a bien compris. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous devez vous affirmer en tant qu'écolo et vous devez faire comme Macron, capter tous les écolos des autres partis. Il faut qu'ils viennent à vous. Vous n'allez pas à eux. Sinon, à chaque fois, vous serez considéré comme un parti incapable. Excusez-moi pour le terme. Sabrina. La difficulté, non mais c'est une réalité. Je pense qu'on s'est souvent fait avoir entre guillemets dans le sens où on a été la caution écologique de pas mal de mouvements. Après, il y a aussi des alliances de protection entre guillemets, parce que au deuxième tour, l'idée c'est quand même quand on est dans des villes de gauche d'éviter qu'elles basculent à droite, par exemple. Et donc c'est pour ça aussi qu'on fait des accords de second tour très souvent pour permettre à des villes de rester à gauche. Mais quand on peut et quand on peut y aller et qu'on peut gagner en plus, pourquoi pas. Enfin, on l'a fait sur Montreuil, c'est quand même une ville qui était communiste. Quelle horreur, c'est pas le bon exemple, hein. C'est pas le bon exemple, mais la piscine écolo, on a bien rigolé, elle a servi à rien. Non, mais en tout cas, en termes d'exemple de ville qui a été gagnée et reperdu tout de suite après, mais on pourrait parler de Grenoble, qui a été gagnée aujourd'hui. On verra en 2020 comment ça se passe. Il y a Grande-Sainte, il y a Arcueil qui est une ville écolo. Voilà, je pense que les maires écolos, ils ont les exemples sont là. Les exemples, ils sont là. Les élus de terrain, ils sont là. Après, c'est vrai que en termes de communication, et encore une fois, c'est toujours la distorsion qui existe entre le national et le local. C'est très différent. Très différent. On va saluer notre ami Nasser qui doit absolument partir. Mon Nasser Lagili. Merci beaucoup, merci à toi. Je vais en profiter moi aussi. Ah bon, vous barrez tous. Mais parce que comme je t'ai dit, là, il y a un rassemblement pour ceux qui veulent rejoindre à 18h30 devant la municipalité de Stein, devant la mairie de Stein. Voilà, en solidarité pour la communauté Rome. Donc tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus devant la mairie de Stein à 18h30. Voilà. Et moi aussi j'y vais et je vous dis peut-être à lundi prochain avec plaisir. Si on m'accueille. J'espère bien. Bon, voilà. Merci, super. Merci Sabrina. Plaisir. Bon courage pour la suite. Vous avez vu un petit peu comment ils sont. Vous venez parler d'écolo, Sabrina. Ils se barrent. Ils assument pas les mecs. L'écologie fait fuir. Voilà, c'est ça. J'en ai marre de leurs déchets, leurs poubelles, tout ça là. Merci à vous deux en tout cas. Alors Sabrina, justement, on en parlait tout à l'heure de Pascal Confin qui a quitté effectivement votre parti pour aller rejoindre ce que beaucoup appellent d'ailleurs un aspirateur qui est la République en marche. Donc il essaie. Pourquoi Confin est parti pour apporter. Est-ce que c'est pas bien d'ailleurs justement qu'il parte en insufflant, j'allais dire, cette âme écolo à En Marche? C'est peut-être pas une bonne chose? Bah, écoutez, moi je sais pas si c'est une bonne chose. On verra comment ça se passe une fois qu'il sera élu eurodéputé. Qu'est-ce qu'il votera? Parce que la réalité, c'est qu'il va siéger dans un groupe qui sera pas le Parti Vert européen. Ouais. Donc je ne sais pas ce qu'il va voter. Il va sûrement voter comme son groupe ou pas. Il faudra qu'il marque. En tout cas, s'il veut défendre l'écologie, il faudra qu'il marque une certaine distance. Parce que l'exemple du glyphosate, dont on a vu les débats à l'Union européenne, c'est un exemple assez parlant des questions écologistes qui n'ont pas été défendues à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Après, peut-être peut-être que ça finira comme Nicolas Hulot. Je peux pas dire aujourd'hui. Après, c'est une déception vraiment qu'il parte qu'il parte sur cette liste. Vous avez pas su le retenir ou parce qu'il a trahi? Ah, franchement, je sais pas. Moi, je pense qu'on a dû lui proposer quand même d'être sur la liste ELV et qu'il a préféré, en tout cas au départ, ce qu'il avait dit, c'est qu'il n'irait pas. Et qu'il n'irait pas sur la liste de la République En Marche. Et on a bien vu que 3 semaines après ces annonces, il a quand même été rejoindre la liste de la République En Marche. Je trouve ça dommage parce que ça fait partie justement des signaux et des messages qui sont brouillés parce qu'on peut pas
voilà, défendre l'écologie et être dans un parti et parler de LV et le lendemain se retrouver chez La République En Marche, alors qu'on voit bien que La République En Marche sur les questions écologistes d'ailleurs et sociétales, ça répond pas du tout aux attentes. En tout cas, ça répond pas à ce que nous on défend. Sabrina Sebahi, quel est le plan Marshall qu'il faut absolument faire et d'urgence pour l'écologie en France, pour que les citoyens, j'allais dire, apprennent à être de plus en plus écolos, mais qu'au-delà des citoyens, parce qu'ils le sont pour certains d'entre eux, que l'État, que le gouvernement prennent conscience justement de l'urgence qu'il y a quand on voit ce dérèglement climatique qui est quand même inquiétant. Je rappelle quand même qu'au mois de janvier, en février, on a eu des températures qui sont absolument pas normales pour la saison. Ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. Et ça, c'est j'allais dire, c'est la faute de l'homme, mais c'est surtout la faute de ces gens des plus pollueurs, qui ne payent pas en l'occurrence, qui eux polluent et qui s'enrichissent en plus. Absolument. Oui, complètement. Je pense qu'on a eu et les pics de chaleur, mais on a aussi eu pas mal de pics de pollution quand même qui ont tendance à s'accélérer et à durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc ce qui n'améliore pas l'état de santé de la population. Et je pense qu'il faut complètement inverser justement, c'est-à-dire que si on prend les grandes causes, on a parlé logement tout à l'heure, il y a la question du logement. Il faut aussi redistribuer les activités économiques parce qu'aujourd'hui les gens qui se déplacent en voiture, essentiellement, c'est pour aller travailler. Donc, à partir du moment où on doit traverser, faire 1 heure de trajet en automobile pour aller travailler, c'est un problème. Il faut remettre les activités là où il y a du logement. Il faut développer le transport en commun pour lutter contre la voiture individuelle. Il y a de la pollution aussi dans le métro, donc comment on fait? Si en voiture on est pollué, dans le métro aussi? Oui, parce que l'air du métro est pollué, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on peut pas régler. Il suffit d'y mettre un peu de moyens et on purifie l'air du métro. Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème, justement. Il faut pas se dire que parce que l'air du métro est pollué, on rase le métro et on reprend les véhicules. Non. Non, mais parce que ça veut dire que les citoyens que je suis, on me dit si je prends ma voiture, je pollue, et si je prends le métro, je suis pollué aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il faut, c'est demander justement à Île-de-France Mobilité, donc à la région, d'engager une purification de l'air du métro. Et ça, c'est possible aujourd'hui. Les techniques, on peut quasiment tout faire aujourd'hui. Et je pense que le politique doit vraiment arrêter d'être frileux sur ces sujets-là. Il faut demander aux techniciens, aux experts d'avancer sur ces questions. Voilà. Et c'est pareil sur la sortie du nucléaire, sur construire des bâtiments qui sont moins énergivores, réduire les factures énergétiques des gens, aller sur la question du chauffage, aller sur le puits de géothermie. En Île-de-France, c'est possible. Nous, on l'a fait à Ivry. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Il faut replanter des arbres. Ça, pour moi, c'est évident. Il faut vraiment déperméabiliser les sols parce qu'aujourd'hui, on assiste à des crues sans précédent. Il y a des villes qui sont inondées à chaque fois qu'il y a des crues. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on peut mettre en place et ça demande de la volonté, de l'argent, mais de la volonté. Mais l'argent, on le met bien autre part, donc on pourrait aussi le mettre là. Oui, c'est pas mal, non, mais c'est bien vu, c'est bien défendu en tout cas, et ça donne presque envie, j'ai envie de dire. Sabrina Sebahi qui est avec nous en direct pour être plus écolo que jamais. En tout cas, c'est ce que vous nous proposez, vous, pour changer de stratégie. Finalement, de tout ce qui a été fait depuis ces 40 dernières années, on va dire, beaucoup d'erreurs commises de la part des différents gouvernements respectifs, et bien on est là pour essayer de faire un petit peu le constat de tout ce qui va pas. Et il y en a beaucoup, évidemment. Vous parlez de ces villes. Je prends un exemple concret que vous connaissez bien, Villeneuve-Saint-Georges. C'est un réel problème, cette ville. À chaque fois qu'il tombe 3 gouttes d'eau, c'est inondé, quoi. Donc, c'est 1000 qu'est-ce logements. Qui se passe, quoi? C'est 1000 maisons qui sont inondées. Et donc là, justement, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges a engagé justement un travail sur tout ce qui est les berges de Seine pour remettre de la terre, de la pleine terre, parce qu'il n'y a que la pleine terre qui absorbe l'eau, c'est pas le béton. Il faut voir quand même, il faut aller à Villeneuve-Saint-Georges pour y passer quotidiennement. C'est une catastrophe. Entre les voitures, entre les problèmes d'inondation, entre les avions, parce que vous avez le couloir aérien d'Orly au-dessus, entre les trains. Mais l'été, je vous défie de rester là chez vous avec une fenêtre ouverte. Hein. Exactement. C'est un réel problème. C'est également le problème qui concerne pas mal de villes. Mais Villeneuve-Saint-Georges est un bel exemple, je vais dire, qui est de chez vous en plus 94, qui est un réel problème. Comment solutionner? C'est très délicat. Vous n'allez pas changer le couloir d'avion. Vous n'allez pas changer les voies ferrées. Non, mais c'est la question des équilibres justement, parce que pendant longtemps les villes de banlieue ont servi de territoire servant aussi à la capitale, et on a beaucoup servi de villes où il y avait beaucoup d'industrie. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort puisque tous nos terrains sont pollués. Enfin, nous, on a un collège qui devait ouvrir en 2015, il est toujours pas ouvert parce qu'il est pollué au mercure. Ça, c'est aussi une réalité. On avait Philips qui était l'usine des ampoules, donc on pouvait quand même se douter à minima que c'était pollué au mercure. Voilà, ça c'est une réalité. Les villes qui ont été autour de Paris, qui ont servi à la construction de la capitale, aujourd'hui, l'État ne les aide pas sur la question de la pollution des sols.
Très bien. Sabrina Sebaï, écoutez, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous restez un petit peu encore, un petit peu? Oui, vous pouvez? Bon, on a un petit zapping dans un instant, vous allez pouvoir le commenter avec nous. Okay. Pour finir cette émission tout tranquillement avec Gamal Abina, il est plus que tout seul parce que les autres sont partis. Voilà. Et, oui, absolument. Chacun, c'est important évidemment de ce qui se passe avec les Roms en ce moment. Je suppose qu'on est aussi sensibilisé dans le 94, non? Oui, nous, il y a eu un rassemblement hier de solidarité devant la mairie d'Ivry-sur-Seine sur ce sujet-là. Oui, complètement. La homophobie. Dans un instant, avec le zapping pour terminer avec notre invité qui a passé son entretien et fort brillamment d'ailleurs face à 3-4 Lascar, Sabrina Sebaï qui est avec nous depuis 17h sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum LGF, le grand forum tous les jours de 16h à 18h avec Gamal Abina, il est plus que tout seul. Toujours. Et notre invité, Sabrina Sebaï, donc qui est la patronne des Verts, la copatronne, co-préside en tout cas ce mouvement d'Europe Écologie Les Verts dans le 94, le Val-de-Marne. Et donc vous êtes aussi la vice-présidente de FFSU, entre autres, parmi les nombreuses casquettes que vous avez à votre actif, ma chère Sabrina. Alors pour finir justement, j'ai envie de vous poser la question ultime, la question EDF. Aujourd'hui, quel est le premier chantier le plus urgent qu'il faut faire si on souhaite évidemment peut-être commencer à s'intéresser à notre devenir, à notre avenir à tous? On est tous concernés, on partage tous une planète qui s'appelle la planète Terre. Quelle est pour vous et selon vous l'urgence absolue de choses qu'il faut impérativement changer dans les proches années à venir? Comme ça, je dirais, il y a tellement de choses. La lutte contre les 2 degrés qu'on va se prendre en plus, la question de la pollution de l'air, il y a tellement de sujets en fait. Ça serait difficile de prioriser parce qu'aujourd'hui, on a tellement. Mais il faut au bout d'un moment, vous savez, quand il y a urgence, on priorise un petit peu les choses. Et là, il semblerait qu'il y ait urgence quand même. Eh bien, comme ça, je dirais sûrement redessiner nos territoires et nos villes pour justement lutter contre la question de la pollution de l'air qui tue quand même énormément de monde chaque année. Et ça passe par tout le travail qu'il y a à faire sur la question du transport en commun, sur l'abandon progressif de la voiture individuelle pour éviter la pollution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Toutes les industries polluantes et qui libèrent et qui crachent des cheminées, des feux, des particules à longueur de journée. Voilà. Moi, je pense que ça, c'est une des priorités parce que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, finalement, c'est la santé. Et quand on a une population qui est malade et qui cumule en plus, que ce soit cancer, maladie respiratoire, ça coûte finalement ça coûte plus cher à la sécurité sociale que ce qu'on paye aujourd'hui en matière de voitures individuelles ou de choses comme ça. Pour moi, ça serait la priorité. Zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Gamal, Sabrina, mi-auditrice auditeur, je propose de remonter 24 ans en arrière. C'était aux alentours de 19h et quelques hier soir sur C8 Ardisson. Salut les Terriens du dimanche, pardon. À un moment assez rempli d'émotions, en tout cas quand une femme, une sans-abri, qui s'est exprimée, et Raquel Garrido, qui est donc l'une des chroniqueuses de cette émission, l'a invitée tout simplement chez elle. Écoutez. Alors vous restez digne, vous êtes bien habillé, vous tentez d'être propre, vous gardez la tête haute. Est-ce que vous aussi, vous rendez invisible? Bien sûr que je suis invisible. Et après mon travail, vers 14h, je vais m'asseoir à l'intérieur de la mairie pour que Madame le maire n'oublie pas que j'ai fait une demande de logement depuis 15 ans et que je suis dehors. De toute façon, vous êtes tous en train de m'écouter. Mais quand vous allez vous coucher ce soir, rentrer chez vous, vous allez prendre une douche. Vous allez manger votre soupe chaude. Et la vieille, elle rentre dans sa voiture toute seule. Et je pense que j'ai le droit d'avoir un toit. Raquel. Si vous êtes bienvenue chez moi ce soir. Je ne supporterai pas que vous dormiez dans votre voiture. Je ne le supporterai pas. Et si vous pouvez venir chez moi, je vous invite cordialement, en toute dignité, à ce que vous puissiez venir chez moi. Le temps qu'il résolve votre problème, vous êtes la bienvenue chez moi. Un exemple à suivre, Raquel Garrido, Sabrina?
Oui, mais malheureusement, il faudrait faire tellement plus quand on connaît le nombre de travailleurs pauvres en France aujourd'hui. Et moi, j'en ai connu aussi des gens qui travaillaient toute la journée, qui finissaient par passer la nuit dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer ou qu'ils n'ont pas accès à ce fameux Saint Graal qui est le logement social aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il manque environ 600 000 logements sur la région Île-de-France. Gamal, c'est un coup de com' ou vraiment sincère tu l'as senti, Raquel Garrido? Oh, certainement sincère, j'imagine. Quand on voit quelqu'un fragilisé alors qu'elle travaille, on peut comprendre qu'elle réagisse comme ça. Mais au-delà de ça, même l'histoire des logements sociaux, il n'y a pas besoin de construire en vérité. Il y a quand même 100 000 logements vacants à Paris. Il y a quand même 100 000 propriétaires qui se comportent comme des voyous sur un plan social, faut être très clair, et qui devraient être mis à l'index pour faire baisser la spéculation. Il faut saisir ces logements, obliger à une location à des prix qui soient abordables, quitte à faire un partenariat public-privé. Mais il est clair que le logement existe. Le problème pour le spéculateur, c'est qu'il a besoin de la raréfaction du logement pour faire augmenter les prix. Donc c'est vraiment un travail de spéculateur qui est quand même assez écœurant quand on voit les gens qui sont fragilisés, qui n'ont pas accès au logement. Autre émission hier soir et un sujet aussi assez lourd et difficile, c'est les handicapés que traitait Zone Interdite, Ophélie Meunier. Je vous propose d'écouter un extrait, un autiste qui témoigne. Écoutez, parce qu'on a tendance vraiment à ne rien comprendre et à ne rien savoir de ce qu'est réellement un autiste. Ce sont des gens hyper intelligents déjà. Quel message, Valentin, tu veux faire passer aujourd'hui aux autres personnes autistes? Quand vous êtes autiste, vous n'êtes absolument pas handicapé, vous êtes simplement différent, vous êtes un extraterrestre qui a débarqué sur Terre, je ne sais comment. Ce qui compte, ce n'est pas n'être extraterrestre ou humain, ce qui compte, c'est vraiment votre capacité à vivre avec les autres. Incroyable quoi, je veux dire, ce témoignage fait froid dans le dos. Je veux dire, quand on a regardé cette émission hier, les autistes, et pourtant il y a beaucoup de difficultés pour eux, pour leur scolarité, pour qu'on justement les aide. Là aussi, on est très très défaillant en matière de handicap dans notre pays. Quand on voit par exemple, Sabrina, que les transports en commun sont absolument pas adaptés pour les personnes à mobilité réduite. C'est lamentable qu'une personne ne puisse pas prendre le métro aujourd'hui. Ah oui, je suis complètement d'accord. Normalement, on est très très en retard sur toutes ces questions, que ce soit d'ailleurs sur la question de l'adaptation même de la voirie. Aujourd'hui, on a de vraies difficultés sur l'accès au PMR, sur les trottoirs par exemple qui sont pas assez larges ou des choses comme ça. Il y a vraiment énormément de retard à rattraper et de l'accompagnement des familles aussi qui est pas du tout au niveau. Mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin en vérité. Ce que j'ai regardé dans le métro, c'est quand même, moi je trouve ça gravissime. Combien de fois je vois des femmes avec leur enfant et leur landau de poussette en train de se détruire le dos pour les monter en attendant quelqu'un. Tout le temps. C'est même ça, ils l'ont pas étudié. Parce que quand même, ça coûte pas cher à faire. Mais la référence, quand on fait justement la question de l'élargissement des trottoirs, c'est le fauteuil. Absolument. Et à partir du moment où le fauteuil passe, la poussette passe. Donc pour moi, c'est la référence. Mais est-ce que la politique de la maire de Paris, ça sera là ma dernière question, qui est aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans cette rue où nous sommes aujourd'hui là. La volonté, c'est de vraiment faire de la place de plus en plus aux bus, avec les fameuses voies de bus. Là, on est dans une petite rue ici. Vous voyez l'exemple. Ils veulent faire une voie de circulation dans un sens et deux voies de bus. C'est quoi cette politique que les automobilistes dénoncent aujourd'hui? Ils n'en peuvent plus, les Parisiens, de ces voies de bus. Moi, je suis plutôt pour faire de la place aux piétons. Donc faire de la place aux bus, c'est bien, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça doit manger sur la part de la voiture et non pas de la part du piéton. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'espace public, de manière globale, le piéton est celui qui a la plus petite place. Et c'est ça qu'il faut absolument renverser. C'est clair, on est obligé de... Le fait de mettre des Champs-Élysées en piéton une fois par mois, ça suffit, c'est bien? Ah non, mais je pense qu'il faut élargir les trottoirs, il faut donner plus de place aux piétons. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien que c'est des espaces complètement partagés. On prend l'exemple des poussettes ou des PMR ou même des trottinettes, des rollers des enfants. Enfin, il faut plus de place pour le piéton. C'est le grand perdant aujourd'hui pour moi de l'espace public. Merci beaucoup Sabrina Sebaï, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ce fut le cas en tout cas. Oui, super. Merci beaucoup. Salut mon gamin, à bientôt. À bientôt. Demain, il y aura un écolo autour de cette table que vous connaissez. Philippe Bouriachi. Philippe Bouriachi, bien sûr. Abdeslamitache qui est un peu moins écolo. Et également Audrey Pronostic seront avec nous donc demain entre 16h et 18h. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans un instant, on change de registre mes amis. Le grand forum se poursuit jusqu'à 19h comme chaque lundi pour parler sport. Et on va parler de MMA. Oui, une discipline qu'on connaît peu finalement et que l'on va découvrir avec un champion en titre. Il est franco-tunisien et vous allez voir, c'est une vraie bombe à découvrir dans un instant. Ne bougez pas. Merci d'écouter France Maghreb 2 et vous avez vraiment raison d'y rester. Puisqu'il est exactement 18h sur votre radio France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité.
Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu au complet aujourd'hui en présence des 3 successeurs membres sortants de l'exécutif, d'Amélie de Montchalin, chargée des affaires européennes, et de 2 proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, Cédrico et Sibeth Ndiaye, des marcheurs de la première heure, nommés au poste de secrétaire d'État au numérique et de porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a été avancé pour cause de déplacement du chef de l'État mercredi et jeudi dans le cadre du grand débat national, d'abord en Bretagne puis en Corse. Gilles Simeoni, le président autonomiste du Conseil exécutif dans l'île, annonce qu'il ne participera pas en l'état à la rencontre avec les élus, en invoquant une visite d'Emmanuel Macron dans un climat tendu. Sur le terrain, 2 charges explosives ont été découvertes aujourd'hui à Bastia, devant une trésorerie puis devant la direction des finances publiques dans la ville. La section antiterroriste du parquet de Paris est chargée de l'enquête. Le groupe Corian assure que les derniers résultats du contrôle d'hygiène effectué à l'EHPAD de la Chêneraie au Lerme en Haute-Garonne le 12 février sont tout à fait conformes. Dans un communiqué, le numéro 1 européen des maisons de retraite assure aussi que la cuisine est préparée, produite en interne, alors qu'une intoxication alimentaire présumée hier soir a coûté la vie à 5 résidents de l'établissement pour personnes âgées dépendantes. Les repas suspects doivent être analysés. L'enquête pour homicide involontaire est actuellement dirigée par le parquet de Toulouse en lien avec l'agence régionale de santé. Il ne cesse de battre des records. Roger Federer est toujours parmi les meilleurs avec son 101e titre remporté à Miami. Le champion suisse à 37 ans reprend la 4e place dans le nouveau classement ATP. Roger Federer au sommet du tennis mondial malgré la relève. Parmi les plus prometteurs, le Québécois Félix Auger-Aliassime, âgé de 18 ans, demi-finaliste à Miami, est invité à participer le mois prochain au Masters 1000 de Madrid. Sa wildcard lui évitera cette fois de passer par les qualifications. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.